La main de Samuel Dawson tremblait déjà lorsqu'il l'a posée à plat sur la terre pour essayer de se relever. Le serpent à sonnette avait disparu. Mais les deux marques de perforation qui lui brûlaient l'avant-bras étaient bien réelles. Elles enflaient rapidement, devenant sombres sur les bords. La chaleur se propageait vers son coude, comme un feu dans l'herbe sèche. 4 enfants le regardaient depuis les marches du porche. La plus jeune n'avait pas encore de mots pour ce qu'elle voyait. L'aîné en avait beaucoup trop. Samuel a regardé chacun de leurs visages et il s'est forcé à se relever de ce sol. Si cette histoire vous touche déjà, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification et suivez-nous jusqu'à la fin. Et laissez un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Le serpent était sorti de la pile de bois. C'était le détail que Samuel ne cessait de se repasser dans sa tête, même alors que son bras passait de la brûlure à l'engourdissement, puis de nouveau à la brûlure. Il avait fendu des bûches à cet endroit précis chaque matin pendant 3 ans. Il connaissait chaque interstice entre ses planches. Il connaissait le bruit que faisait le bois quand quelque chose rampait dessous. Pour une fois, il avait simplement cessé de faire attention. 1 seconde. C'est tout ce qu'il avait fallu. Il s'était penché pour saisir la dernière bûche fendue avant le petit déjeuner. Et le serpent avait frappé sans même la courtoisie d'un avertissement. Il l'avait mordu nettement à l'intérieur de l'avant-bras, sous le coude, 2 crochets profondément plantés. Samuel a retiré son bras si violemment qu'il a trébuché dans la pile de bois en renversant la moitié. Le serpent a disparu dans les herbes hautes le long de la clôture, comme s'il n'avait jamais existé. Il est resté là, dans la chaleur du matin, se tenant le bras. Il fixait les 2 petits trous qui commençaient déjà à sointer. Rentre à l'intérieur, ce fut sa première pensée. Rentre avant qu'il ne voie. C'était trop tard. Papa. Clara se tenait au coin de la maison. Son tablier était encore à moitié noué après la préparation du petit déjeuner. Elle avait 8 ans et les yeux de sa mère. Cette nuance de gris particulière qui pouvait voir à travers une personne, qu'elle le veuille ou non. Elle a regardé son bras. Elle a regardé son visage. Papa, qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Rien, dit Samuel. Rentre à l'intérieur. Ce n'est pas rien, Clara. Sa voix était sortie plus dure qu'il ne l'avait voulu. J'ai dit de rentrer. Elle n'a pas bougé. C'était bien la fille de Rebecca. Et Rebecca n'avait jamais bougé d'un pouce quand on lui donnait un ordre si elle n'était pas d'accord avec la raison. Samuel sentit la brûlure se propager vers son épaule, comme une corde tirée sous sa peau. Il serra la mâchoire et passa devant sa fille en direction de la maison. Thomas était à la table de la cuisine quand Samuel a poussé la porte. Âgé de 6 ans, encore dans la chemise trop grande dans laquelle il avait dormi, il essayait de scier un morceau de lard salé avec un couteau 2 fois trop grand pour sa main. Il leva les yeux et posa immédiatement le couteau, comme le font les enfants quand ils sentent que quelque chose a changé dans l'air, sans pouvoir le nommer. « Tu transpires, » dit Thomas. « On est en juillet, » dit Samuel. « Tu transpires différemment. » Samuel alla à la pompe près du lavabo et passa de l'eau froide sur son avant-bras. La chair autour de la morsure était déjà gonflée et tendue. La peau était étirée, brillante et étrange. Il pressa un chiffon humide contre la plaie et le maintint avec son autre main. Il fixa le mur au-dessus du lavabo. Le bébé pleurait dans la chambre du fond. Elle pleurait depuis avant l'aube. C'était le même cri faible et épuisé qu'elle poussait depuis 3 semaines. Le cri d'un enfant qui avait appris trop tôt que pleurer ne faisait pas forcément venir quelqu'un. Elle s'appelait Hope. Samuel l'avait nommée ainsi parce que Rebecca l'avait voulu. Elle l'avait dit dans le dernier moment de lucidité avant que la fièvre ne l'emporte. Je veux l'appeler Hope, et Samuel avait dit oui sans hésiter, car il n'y avait rien qu'il n'aurait pas accepté à ce moment-là. Il n'avait pas pu regarder le bébé pendant les 2 premières semaines. Maintenant, il la regardait chaque jour et essayait de ressentir autre chose que cette culpabilité creuse. La culpabilité d'un homme qui aimait son enfant et détestait ce que sa naissance lui avait coûté. Il y travaillait. C'était la chose la plus honnête qu'il pouvait dire. « Thomas, » dit-il sans se retourner, « tu entends ta sœur? »« Oui, monsieur. Va t'asseoir avec elle, s'il te plaît. A-t-elle faim? »« Oui. »« Elle a toujours faim. Tom, j'y vais, j'y vais. » Le bruit de la chaise qui racle, de petits pieds sur le plancher. Clara était entrée derrière lui. Il pouvait la sentir, debout au milieu de la cuisine. Elle le regardait comme elle le faisait depuis des mois. Avec ce sérieux particulier d'une enfant de 8 ans qu'aucun enfant ne devrait avoir apporté. Le genre de sérieux né de la nuit où leur mère n'a pas survécu. Et où quelqu'un a dû tenir bon jusqu'au matin.
Et il s'est avéré que ce quelqu'un, c'était Clara. Laisse-moi voir, dit-elle. Ça va. Papa, laisse-moi voir. Il se retourna et tendit le bras. Elle le regarda un long moment, puis elle leva vers lui ses yeux gris et dit très doucement, « C'est une morsure de serpent. » Oui, le fils des Henderson s'est fait mordre l'été dernier. Il savait où elle voulait en venir. Il a dit, « Clara, il a failli mourir. »« Papa, je sais. Qu'est-ce qu'on fait? » Samuel regarda sa fille et comprit avec une clarté qui le frappa comme de l'eau froide. La réponse honnête était « Je ne sais pas. » Le médecin était à Harlow Creek, à 14 miles au sud. Il n'avait pas de cheval assez rapide. Et il ne pouvait pas monter à cheval dans cet état sans risquer que le venin se propage plus vite dans son sang. Les enfants ne pouvaient pas y aller seuls. Madame Holt, la voisine la plus proche, était à 5 miles à l'est. Elle avait 73 ans, 2 mauvais genoux et une mule qui n'était pas coopérative, même les bons jours. Ce que Samuel Dawson avait, en cet été de 1876, avec une morsure de serpent à sonnette lui brûlant le bras droit et 4 enfants qui dépendaient de lui, c'était lui-même. C'était tout, c'était de l'inventaire. « Apporte-moi le couteau, dit-il, et la bougie. » Le visage de Clara devint blanc. « Papa, j'ai déjà vu faire, ça va aller. » Il tira une chaise et s'assit lourdement. « Vas-y, Clara, j'ai besoin que ce couteau soit propre et que tu sois stable. » « Peux-tu être stable pour moi? » Elle le fixa. Puis elle serra la mâchoire d'une manière qui ressemblait si précisément à sa mère que Samuel sentit une douleur distincte de celle de son bras. Elle se tourna et alla chercher le couteau. Il incisa la plaie. Il le fit comme il avait vu le vieux trappeur Mallister le faire une fois, des années auparavant. 2 entailles rapides sur les marques de perforation. Pas profondes, juste assez. Il fit couler le sang autant qu'il le put au-dessus du lavabo, les dents serrées. La sueur perlait sur son front et sa lèvre supérieure d'une manière qui n'avait rien à voir avec la chaleur de juillet. Clara se tenait derrière lui et ne détourna pas le regard. Il pouvait sentir qu'elle ne détournait pas le regard. Quand ce fut fini, il enveloppa son bras avec des bandes d'une vieille chemise. Il les noua de la main gauche, ce qui prit 3 fois plus de temps que prévu. Il s'assit un moment, les 2 mains à plate sur la table, et respira. « J'ai besoin que tu m'écoutes, dit-il. » Clara s'assit en face de lui. Elle croisa les mains. Elle attendit. « Je vais être malade pendant un petit moment, dit-il. Tu sais comment faire la bouillie pour Hope? »« Oui, monsieur. Tu sais où est la viande séchée? Étagère du haut, côté gauche, derrière le sac de farine. Ah, il y en a assez pour 4-5 jours si tu fais attention. Tu la dilues un peu. Tu la fais durer. » Il la regarda. « Tu sais ça? »« Je sais ça, dit-elle doucement. Si les choses s'aggravent, tu prends Thomas et Mary et vous marchez jusqu'aux Holt. Tu n'attends pas. Tu ne reviens pas voir comment je vais d'abord. Tu prends le bébé et tu marches. » Les yeux de Clara brillaient, mais sa voix était absolument stable. « Tu vas t'en sortir, papa? »« Je sais, dit-il, mais je te le dis quand même. » Il a tenu pendant le petit déjeuner. Il a à peine tenu la matinée. À midi, le bras avait presque doublé de volume. La peau était passée de tendue à si rigide que la vue lui donnait la nausée. Il s'était installé dans le fauteuil près de la fenêtre. C'était aussi loin qu'il osait bouger sans que le sol ne bascule. Il repassait pour la 14e fois l'inventaire de la situation. Cheval, médecin, distance, enfant. Quand il entendit des pas sur le porche, il fut sur pied avant même que son corps n'ait fini d'y consentir. Une main appuyée sur le cadre de la fenêtre, l'autre cherchant par instinct le pistolet à sa hanche. Il se força à s'arrêter, à respirer, à réfléchir. C'était peut-être le fils des Holt qui passait. C'était peut-être un voyageur sur la route qui coupait par sa propriété, ce qui arrivait parfois. C'était peut-être quelqu'un qui pouvait aider. Il se força à lâcher l'arme et à ouvrir la porte. Une femme se tenait sur son porche. Elle n'était pas de Harlow Creek. Il l'aurait reconnue. Elle avait peut-être 30 ans, les cheveux noirs, habillée de manière pratique. Cela suggérait qu'elle avait été sur la route, mais sans négligence. Elle portait un paquet enveloppé de tissu dans ses bras, et elle le regardait comme on regarde un homme quand on a déjà compris que quelque chose ne va pas, mais qu'on décide s'il faut le dire ou non. Elle dit « Je suis désolée de venir à l'improviste, je marche depuis la ferme des Miller. Ils m'ont laissé passer la nuit et j'ai vu votre chemin. » Elle tendit le paquet. « J'ai du pain. C'est Madame Miller qui l'envoie. Je lui ai dit que je le déposerais en passant. » Samuel la fixa. Son bras lui lançait sur le côté.
Il était conscient qu'il s'agrippait au cadre de la porte. « Vous allez bien ?» dit-elle. « Très bien, dit-il. J'apprécie la livraison. Vous pouvez le laisser sur la marche. » Elle ne le laissa pas sur la marche. Elle le regarda pendant 2 longues secondes. Son visage, son bras, la façon dont il se tenait. Et elle dit, « C'est une morsure de serpent. » « Madame, depuis combien de temps ?» Il la regarda, ce matin. Quelque chose changea dans son expression. Pas de la panique, quelque chose de plus décidé que ça. « Vous avez incisé ?»« Oui, bien. Ça a saigné ?»« Oh, c'est. Comment va votre vision ?»« Ma vision va bien, et j'apprécie votre inquiétude, mais je n'ai pas besoin de... » « Vos pupilles sont de tailles différentes, dit-elle d'un ton neutre. La droite est plus grosse que la gauche. Ce n'est pas bon signe, et je pense que vous le savez. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle lui mit le pain dans les mains. Tenez ça. Et elle était à l'intérieur de la maison avant qu'il n'ait pu trouver un seul mot pour l'arrêter. Mademoiselle, il se tourna. Madame, je ne sais pas qui vous êtes. Olivia Bennett, dit-elle depuis la cuisine, déjà en mouvement. J'étais infirmière. Je ne le suis plus, mais ça ne vous quitte jamais. Elle trouva le lavabo et la pompe sans qu'on lui montre. Avec quoi avez-vous bandé le bras? Il la suivit dans la cuisine, le pain toujours dans les mains. Il se sentait pour la première fois de la journée comme un homme légèrement en retard sur sa propre vie. Une vieille chemise. Il y a combien de temps? Peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Elle se tourna et tendit la main. Il traversa la cuisine et tendit le bras. Elle le débanda avec des doigts rapides et prudents. Et quand elle vit la blessure, elle fit un petit bruit au fond de sa gorge. Pas de détresse exactement, plutôt comme un charpentier examinant un clou tordu qui a déjà décidé du remède. « Vous avez bien fait, dit-elle. Mais vous l'avez fait tard. » Elle leva les yeux. « Comment vous sentez-vous? »« Je vous l'ai dit. »« Pas bien, dit-elle. Vous ne vous agripperiez pas à la table si vous alliez bien. » Il s'agrippait en effet à la table. Il la lâcha. « J'ai des vertiges, admit-il. »« Je sais. » « Des nausées, un peu. »« D'accord. » Elle regarda autour d'elle dans la cuisine. « J'ai besoin d'achillés si vous en avez, ou au moins de tissu propre. Y a-t-il une cave à légumes? Qu'allez-vous faire? »« Faire un cataplasme. Pour extraire le venin. » Elle le regarda directement. « Vous avez besoin d'un médecin. Je veux que ce soit clair. Ce que je peux faire vous achètera du temps, mais ce n'est pas un substitut à un médecin. Vous me comprenez? Je vous comprends. Où est le plus proche? Harlow Creek, Quarters miles au sud. Elle assimila l'information. Y a-t-il quelqu'un qui peut aller le chercher à cheval? Il pensa à Clara, debout dans la cuisine ce matin, sans broncher. Il pensa à Thomas, 6 ans. Il pensa à Mary, qui avait 4 ans et croyait encore que le monde était un endroit raisonnable. Il pensa au bébé qui pleurait dans la chambre du fond, avec son nom qui était censé signifier quelque chose. « Non, dit-il. » Olivia le regarda un moment. Puis elle dit, « Combien d'enfants? » Il cligna des yeux. « Pardon? J'en ai compté 2 dans cette cuisine ce matin en passant. J'entends un bébé à l'arrière. Combien au total? »« 4, dit-il. Elle le regarda sans changer d'expression. Puis elle dit très simplement, « Asseyez-vous avant de tomber, Monsieur Dawson. » Il dit, « Samuel Dawson, Monsieur Dawson. » Elle mit les mains sur ses hanches. « Asseyez-vous. » Il s'assit. Clara apparut dans l'embrasure de la porte du couloir. Mary juste derrière elle, les 2 bras enroulés autour de la taille de Clara. Comme elle le faisait depuis février, comme si sa sœur aînée était un arbre dans une tempête. Clara regarda Olivia avec la même expression prudente et mesurée qu'elle utilisait pour tout. Pour Clara Dawson, le monde était quelque chose à évaluer avant de lui faire confiance. « Qui êtes-vous? » dit-elle. « Je m'appelle Olivia, » dit la femme. Elle ne parla pas à Clara avec condescendance, ne adoucit pas sa voix comme le faisaient habituellement les adultes. Elle lui répondit simplement directement. « J'ai trouvé votre père à la porte. Il a été mordu par un serpent. »« Je sais, » dit Clara. « J'ai vu ça arriver. Alors tu sais qu'il a besoin d'aide. » La mâchoire de Clara se serra. « Êtes-vous médecin? »« Non, mais j'en sais assez pour le maintenir stable, jusqu'à ce qu'on puisse en trouver un. » Olivia tira une chaise et s'assit en face de Samuel. Ainsi, elle pouvait le regarder, lui et les enfants, en même temps. « Je ne veux pas être dans votre maison sans la permission de votre famille. Si vous voulez que je parte, je laisserai le pain sur la marche et je retournerai à la route. » Clara regarda son père. Samuel était assis, les 2 avant-bras sur la table.
Il regardait Olivia avec l'expression lasse et épuisée d'un homme qui avait pris toutes les décisions seul pendant 6 mois et qui venait de se heurter à la limite de ce qu'une seule personne pouvait porter. Il ne dit rien. Clara prit la décision pour lui. « Vous pouvez rester, dit-elle. Mais si vous touchez à quoi que ce soit dans cette cuisine sans demander, je vous le dirai. » Olivia regarda Clara avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « C'est juste, dit-elle. Elle laisse rester. Elle a travaillé rapidement et sans drame, ce qui était quelque chose auquel Samuel penserait plus tard. Le fait qu'elle n'ait pas mis en scène sa compétence, ne l'ait pas commenté ou n'ait pas cherché à être rassurée à ce sujet. Elle a simplement fait ce qui devait être fait. Elle a trouvé de l'achillier dans le petit carré d'herbe derrière la maison que Rebecca avait planté et que Samuel avait maintenu en vie par accident et pure obstination. Elle a fait le cataplasme. Elle a refait le pansement, l'a bien fixé et lui a dit, dans un langage simple et non adouci, à quoi ressembleraient les 12 prochaines heures et quel signe lui dirait, à lui et à Clara, que les choses allaient de mal en pis. Thomas a nourri le bébé pendant qu'Olivia travaillait. Mary s'est assise dans un coin et a regardé. Clara se tenait près du poêle et regardait aussi, apprenant tout, cataloguant tout avec ses yeux gris. En fin d'après-midi, Samuel était allongé sur son lit. Olivia avait été directe sur le fait qu'il allait s'allonger, qu'il le choisisse ou non, alors autant qu'il choisisse. Son bras était correctement bandé. Sa fièvre commençait à monter. Basse, dit-elle, ce qui était normal. Ce qui n'était pas la même chose que bien, mais n'était pas encore dangereux. Elle lui avait dit cela clairement et sans skier devant son expression, ce qu'il apprécia plus qu'il ne s'y attendait. Il fixa le plafond de la chambre qu'il avait partagée avec Rebecca pendant 4 ans, et il écouta les bruits dans la cuisine. La voix de Clara, basse et directive, le cri du bébé qui se calmait, les pas d'Olivia sans hâte. Il pensa, « Je ne connais pas cette femme. Elle est arrivée d'une route que je ne peux même pas voir de mon lit. » Il pensa, « Mes enfants sont nourris et calmes. » Il pensa, « Quelle est la distance de 14 miles dans le noir si une femme la parcourt seule? » Il appela vers le couloir. Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Mademoiselle Bennet. » Une pause, puis des pas. Elle apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait retroussé ses manches et avait une tache de quelque chose, le cataplasme probablement, sur son avant-bras. Egal le regarda avec cette attention directe et sans fioriture dont il commençait à réaliser que c'était simplement sa façon de tout regarder. « Je dois faire venir un médecin ici, dit-il. Je suis d'accord, je ne peux pas monter à cheval. Je sais. » Il la regarda. « Je ne vous demande pas d'y aller. Je le sais aussi, dit-elle. Mais je vais y aller. » Elle le dit sans drame, comme elle disait tout, de manière factuelle, posée, comme une femme qui avait déjà fait le calcul et rapportait simplement la réponse. « Le matin, si votre fièvre reste gérable, je ne pars pas la nuit avec vos enfants réveillés et inquiets. » Il la fixa. « Vous ne connaissez pas ces enfants. »« Non, admit-elle, mais je sais à quoi ressemblent 4 enfants sans mère. Et je sais ce que ça leur coûte quand un adulte fait un choix qui dit que leur peur ne compte pas. » Elle croisa son regard. « Je ne leur ferai pas ça. » Samuel n'eut aucune réponse à cela. Il était conscient qu'il avait de la fièvre et qu'il ne pensait peut-être pas à pleine capacité. Mais il ne croyait pas que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas de réponse. Il croyait que c'était parce qu'il n'y en avait pas. « Reposez-vous, dit Olivia. Je vérifierai le cataplasme dans 2 heures. » Elle quitta l'embrasure de la porte. Il entendit la voix de Clara dans la cuisine. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il entendit celle d'Olivia. Il va se battre. C'est le genre d'homme qu'il est. Une pause. Puis Clara. Comment le savez-vous? Vous venez de le rencontrer. Je sais, dit Olivia, parce qu'il est toujours là. Samuel ferma les yeux. Dehors, l'été du Wyoming pesait contre les murs de la maison, chaud, implacable et indifférent aux vies qui se déroulaient à l'intérieur. Le serpent à sonnette était parti depuis longtemps. La fièvre montait, lente et régulière, dans le sang de Samuel. 14 miles de campagne s'étendaient entre son seuil et le cabinet du médecin et Harlow Creek. Et dans sa cuisine, une femme qu'il ne connaissait pas coupait du pain en morceaux assez petits pour les mains d'une enfant de 4 ans, racontant une histoire à un bébé qui ne pouvait pas encore la comprendre. Tandis que la fille aînée dans la pièce,
qui n'avait pas pleuré une seule fois depuis février, se tenait à la fenêtre et regardait la lumière quitter le ciel. La fièvre est tombée 2 fois avant minuit et est revenue les 2 fois. Olivia savait que cela arriverait. Cela ne rendait pas la chose plus facile à regarder. Elle s'assit à côté du lit de Samuel, avec une bassine d'eau fraîche et un chiffon. Et chaque fois que sa respiration changeait, chaque fois qu'elle passait de rauque et laborieuse à quelque chose de plus silencieux et de plus effrayant, elle pressait le dos de sa main contre son front et comptait. Elle avait appris pendant 2 ans d'infirmerie dans un hôpital de Philadelphie que compter donnait quelque chose à faire à ses mains pendant que son esprit faisait le travail plus difficile de rester calme. Il brûlait. Pas le genre de fièvre qui se stabilise, le genre qui grimpe, Mademoiselle Bennett. Elle se tourna. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte en chemise de nuit, les pieds nus sur le plancher, les cheveux lâches et un peu emmêlés. Elle tenait une bougie à 2 mains comme une offrande. « Tu devrais dormir, dit Olivia. »« Je sais. » Clara ne bougea pas. « Est-ce ce qu'il va plus mal? » Olivia regarda la jeune fille et décida, comme elle l'avait déjà fait une fois ce soir, qu'on ne devait pas mentir à Clara Dawson. Lui mentir pour la réconforter peut-être, mais pas sur les faits. Les faits étaient la façon dont cet enfant se tenait. « Sa fièvre monte, dit Olivia. Elle n'est pas encore à un point dangereux, mais je veux qu'elle aille dans l'autre sens. » Clara entra dans la pièce et posa la bougie sur la table de chevet avec une fermeté de main que la plupart des adultes n'auraient pas pu avoir. Elle regarda le visage de son père. Quoi qu'elle ait ressenti en le regardant, elle le garda derrière ses yeux. « De quoi avez-vous besoin? » dit-elle. « Plus d'eau de la pompe, aussi fraîche que possible. » Clara prit la bassine et partit sans un autre mot. Olivia se rassit sur la chaise et expira lentement et de manière contrôlée. Elle posa ses mains à plat sur ses cuisses un moment. Elle se permit de le sentir. Le poids de tout ça, l'incongruité d'être assise dans la chambre d'une femme morte à soigner son mari. L'étrange gravité d'une situation dans laquelle elle était entrée par hasard, sur une route qu'elle n'avait prise que parce que ses pieds étaient fatigués et que la ferme des Miller avait été plus proche que prévu. Elle se permit de le sentir, puis elle le mit de côté, comme elle mettait les choses de côté depuis 7 mois. Et elle prit le chiffon, l'essora et le plia de nouveau sur le front de Samuel. Il remua. « Rebecca, dit-il. » Sa voix était basse, rauque et complètement certaine. Olivia s'immobilisa. « Rebecca. » Il tourna la tête, ses yeux ne s'ouvriront pas. « Ne sors pas par ce temps. Je vais chercher le... Je réparerai la clôture demain matin. Ne... » Il s'arrêta. Sa main bougea sur la couverture. « Rebecca. » Olivia regarda sa main. Elle regarda ses propres mains. Elle tendit la sienne et la posa sur la sienne, juste légèrement, juste assez de pression pour dire à son esprit endormi que quelque chose était là. Ce n'était pas un mensonge, pas exactement. Ou peut-être que si. Elle avait dépassé le stade de se soucier des détails. « Tout va bien, dit-elle doucement. Rendors-toi. » Il s'immobilisa, sa respiration se régularisa. Clara revint avec la bassine, vit la position de la main d'Olivia et la regarda pendant 2 secondes sans expression. Puis elle posa la bassine et ne dit rien. Et Olivia l'aima un peu pour ça. « Combien de temps ont-ils été mariés? » demanda Olivia. « 5 ans. » Clara dit, « Elle est morte en février. Le bébé est arrivé trop tôt et ça ne s'est pas bien passé. » Elle dit cela comme les enfants rapportent des choses catastrophiques, avec une sorte de précision plate et épuisée. Papa n'a pas parlé pendant 3 jours après. Il a juste travaillé toute la journée, rentrait à la tombée de la nuit et s'asseyait sur la chaise sans parler. Et tu t'es occupé des choses. Clara la regarda. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Tu as 8 ans. Je sais quel âge j'ai. Olivia regarda cet enfant à la lueur de la bougie. 8 ans, la colonne vertébrale droite, les pieds nus sur le plancher froid, s'occupant d'une vie dont elle n'avait pas demandé à être responsable. Et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle n'avait pas prévu. Quelque chose qui n'était pas tout à fait du chagrin et pas tout à fait de l'admiration. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. « D'où venez-vous? » demanda Clara. « De Boston, » dit Olivia. « Que faites-vous dans le Wyoming? »« Je voyage. » Des yeux gris de Clara disaient qu'elle savait que ce n'était pas toute la réponse. « Seule, oui. »« Pourquoi, Clara? » dit Olivia doucement. « Je demande parce que je veux savoir si vous êtes en sécurité, » dit Clara, avec un sérieux si peu enfantin qu'il faillit faire tressaillir Olivia.
Parfois, des gens passent par ici en fuyant quelque chose. Papa dit qu'on peut toujours le savoir parce qu'il regarde trop la route. Olivia resta silencieuse un moment. La bougie entre elles créait de petits mouvements dans un courant d'air. Je suis en sécurité, dit Olivia. Et oui, je fuis quelque chose, mais ça ne me suivra pas ici. De quoi fuyez-vous? D'une erreur que j'ai commise, dit Olivia. D'une vie à laquelle j'ai dit oui avant de comprendre à quoi je disais oui. Elle regarda la jeune fille avec assurance. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Clara considéra cela avec la gravité d'un juge et le trouva apparemment suffisant. D'accord, dit-elle, je vais dormir dans la chambre de Thomas pour pouvoir entendre Hope si elle se réveille. Bonne idée, réveillez-moi s'il va plus mal, je le ferai. Clara fit 2 pas vers la porte, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle dit, « C'est un homme bien, mon papa. Il est juste. Il a porté beaucoup d'œuvres, je vois ça. » Olivia dit, « Il ne demande pas d'aide, j'ai remarqué. Il ne va pas vous faciliter la tâche pour la lui donner. » Clara, il y avait quelque chose dans la voix d'Olivia qui fit se retourner la jeune fille. « Je ne suis pas entré ici en m'attendant à ce que ce soit facile. Je suis entré ici parce qu'un homme était en train de mourir sur le seuil de sa porte et n'avait pas le bon sens de le dire. » Elle soutint le regard de la jeune fille. « Va dormir, je m'occupe de lui. » Clara la regarda un long moment de plus, puis elle hocha la tête, un seul hochement de tête décisif, du genre qui signifiait qu'une décision avait été prise, et elle disparut. Olivia resta seule dans le noir à soigner Samuel Dawson. Elle ne pensa pas à Philadelphie, ni à l'homme dont elle avait rendu la bague en la posant sur la table et en sortant de sa maison sous la pluie sans se retourner. Elle ne pensa à rien de tout ça. Elle pensa à la fièvre, à la température de l'eau et à la distance entre ici et Harlow Creek. 14 miles, 6 heures à pied, peut-être 5 si elle forçait. Elle avait marché de plus longues distances dans de pires conditions. La question, c'était les enfants. La question était toujours les enfants. À 2 heures du matin, la température de Samuel grimpa si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Elle fut debout avant même d'avoir décidé de bouger. Le dos de sa main contre son front, lisant la chaleur comme une sonnette d'alarme. C'était différent. C'était la fièvre qui décidait si elle allait tomber ou continuer à monter. Et elle montait, et elle avait peut-être 1 heure pour faire pencher la balance. Très bien, se dit-elle doucement, à lui, à la pièce. Très bien. Elle travailla vite. Des linges froids changeaient toutes les 5 minutes. La tisane d'achillée qu'elle avait préparée et gardée chaude. Amère, mais elle aiderait à fluidifier le sang, à aider la chaleur à trouver une issue. Elle devait le faire s'asseoir pour la boire, ce qui nécessitait de le réveiller assez pour qu'il avale. Ce qui nécessitait de dire son nom d'une voix assez ferme pour percer le rêve fiévreux. Samuel. Elle posa sa main sur son épaule et le secoua 1 fois, fermement. Samuel Dawson, j'ai besoin que vous soyez réveillé pendant 2 minutes. Il refit surface lentement, comme un homme se hissant du fond d'une eau profonde. Ses yeux s'ouvrirent et ne se focalisèrent pas tout à fait. Il regarda son visage et elle le vit essayer de la reconnaître. « Bennett, dit-il, le pain, c'est ça. Elle avait de la tasse prête. Buvez ça, tout. Qu'est-ce que c'est? De la tisane d'achillée. C'est amer et je ne veux pas en entendre parler. » Quelque chose qui ressemblait à un sourire traversa brièvement son visage, comme une lumière à travers un nuage. Il la but entièrement, sans se plaindre, bien que son expression ait clairement indiqué son opinion. Il se rallongea, elle pressa un linge frais sur son front et il ferma les yeux. « Les enfants, dit-il, ils dorment. Clara dort dans la chambre de Thomas. Le bébé est calme, tout le monde va bien, il expira. Vous devriez dormir. Je dormirai quand votre fièvre tombera. » Une pause. Ce n'est pas... Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais que je ne suis pas obligé. Elle essora le linge et le replia. Essayez de dormir, Monsieur Dawson. Une autre pause, plus longue. Samuel, dit-il. Elle le regarda. Ses yeux étaient toujours fermés. Si vous devez rester debout toute la nuit pour moi, dit-il. Sa voix rauque et basse, autant m'appeler Samuel. Elle le regarda un moment. Dormez, Samuel. Il dormit. La fièvre est tombée juste avant 4 heures du matin. Elle la sentit partir, le passage de la chaleur sèche et montante à cette chaleur humide particulière d'un corps qui avait passé le cap et commençait à se battre pour remonter la pente. Elle pressa le linge sur son front, sentit la sueur qui y perlait, se rassit sur la chaise et laissa échapper un souffle qu'elle avait retenu, pensa-t-elle,
pendant environ 6 heures. Elle se permet de s'asseoir tranquillement pendant 10 minutes. Juste ça, juste 10 minutes, sans bouger, sans calculer et sans décider. Elle l'avait bien mérité. Puis elle se leva, vérifia le bébé, qui dormait, recroquevillé comme à un point, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une confiance totale dans la continuation du monde, et alla à la cuisine pour faire chauffer de l'eau pour le café. Elle était à table avec sa tasse quand Thomas apparut dans l'embrasure de la porte. Il portait de nouveau la chemise trop grande, ses cheveux aplatis d'un côté par le sommeil, ses yeux grands et sérieux. « Papa est mort ?» demanda-t-il. « Non, » dit Olivia simplement et directement. « Sa fièvre est tombée. Il dort. » Thomas assimila l'information. « Vous êtes sûr? » »« Je suis sûr. » Il vint s'asseoir en face d'elle, ce qui était une chose très adulte à faire, et la regarda avec ses yeux sérieux de 6 ans qui avaient clairement passé des heures éveillés à s'inquiéter. « J'ai entendu que vous bougiez beaucoup, dit-il pendant la nuit. Je gardais un œil sur votre père. Avez-vous dormi du tout? Un peu, dit-elle, ce qui n'était pas précisément vrai, mais n'était pas quelque chose qu'un enfant de 6 ans avait besoin de porter. Thomas regarda son café. Je peux en avoir? Non. Clara me laisse en avoir parfois. Je vous crois, dit Olivia. La réponse est toujours non. Il ne discuta pas. Il resta simplement assis en face d'elle dans le calme du petit matin, et après un moment, il dit « Allez-vous partir aujourd'hui? » Elle le regarda. « Je dois aller à Harlow Creek chercher le médecin. » Et puis, elle regarda sa tasse de café. « On verra. Clara dit que vous êtes de Boston. »« C'est vrai. Pourquoi êtes-vous venu dans le Wyoming? » « Je cherchais quelque chose de différent. » Elle dit. « L'avez-vous trouvé? » Elle y réfléchit. À la ferme des Miller, à la route qui l'avait menée devant ce chemin, à un homme sur le seuil de sa porte se tenant le bras et disant « bien » à travers les dents serrées. À 4 enfants portant des fardeaux qu'on ne leur avait pas demandé de porter. « Quelque chose m'a trouvé, » dit-elle. Thomas réfléchit à cela avec la concentration solennelle d'un enfant qui prend les mots au sérieux. Puis il hocha la tête, satisfait, et alla voir son père. Elle était sur la route avant le lever du soleil. Elle laissa un mot à Clara, clair, direct, pratique, avec des instructions pour le cataplasme, les signes à surveiller et ce qu'il fallait faire si la fièvre de Samuel revenait. Avant mon retour, elle laissa le mot sur la table où Clara le trouverait, lesté d'un couteau à pain pour qu'on ne puisse pas le manquer. Elle regarda la maison un moment depuis le chemin, les fenêtres sombres et le silence qui signifiait que tout le monde dormait encore, et elle se tourna et marcha vers le sud. Elle marchait vite, le genre de marche qui n'est pas tout à fait de la course, mais qui a l'intention de couvrir du terrain. La route était vide à cette heure, juste de la poussière, l'odeur de l'herbe sèche et le bruit de ses propres bottes, et elle laissa son esprit faire ce qu'il faisait toujours quand ses pieds étaient en mouvement. Elle planifia. Elle trouverait le médecin. Elle expliquerait la situation clairement et complètement et ne lui laisserait aucune marge de manœuvre pour discuter de l'urgence. Elle reviendrait avec lui s'il avait un cheval de rechange, ou elle marcherait derrière lui s'il n'en avait pas, et dans tous les cas, elle serait de retour à la ferme des Dawson dans l'après-midi. La fièvre de Samuel était tombée, le cataplasme tenait, Clara était capable, les variables étaient gérables. Ce qu'elle ferait après ça, elle ne se permit pas d'y penser. Elle marchait depuis près de 2 heures, le soleil maintenant bien levé, et la chaleur déjà en train de monter comme la chaleur estivale du Wyoming monte, vite et sans pitié, quand elle entendit des sabots derrière elle. Elle se mit sur le bord de la route sans se retourner, un cavalier se déplaçant d'au trot. Elle garda les yeux devant elle et son rythme régulier et attendit de voir si les sabots ralentissaient. Ils ralentirent. « Bonjour » dit une voix d'homme. Une voix d'homme, elle leva les yeux. Il avait peut-être 45 ans, un insigne sur son gilet, et la manière particulière d'un homme qui avait été dans une position de petite autorité assez longtemps pour croire que cela le rendait grand. Il la regarda comme les hommes regardaient une femme seule sur une route, pas menaçant exactement, mais évaluant, catégorisant. « Bonjour, dit-elle. Vous êtes sorti tôt? »« Oui. Où allez-vous? »« Harlow Creek, au cabinet du médecin. » Il fronça les sourcils. « Vous êtes blessé? »« Pas moi. Je suis à la ferme des Dawson. Samuel Dawson a été mordu par un serpent hier et il a besoin d'un médecin. » Elle le dit efficacement, sans s'excuser de sa franchise.
Savez-vous si le docteur Marsh est en ville? L'expression de l'homme changea à la mention du nom de Samuel. Quelque chose passa sur son visage qu'elle ne put pas tout à fait lire. Dawson, dit-il, vous le connaissez? Tout le monde dans le coin connaît Samuel Dawson. Il ne le dit pas chaleureusement. Qu'êtes-vous pour lui, si je peux me permettre? Olivia regarda cet homme avec son insigne et ses yeux prudents et dit calmement. Quelqu'un qui a marché 14 miles pour lui trouver un médecin. Allez-vous vers la ville? Une pause. Oui. Alors j'apprécierais que vous m'emmeniez, dit-elle, à moins que vous n'ayez une raison de ne pas le proposer. Il l'étudia un moment de plus que ce qui était poli. Puis il déplaça son cheval sur le côté, lui tendit la main, elle la prit, monta derrière lui et ils partirent. Sheriff Hale, dit-il après un moment. Olivia Bennett. Bennett. Il le dit comme s'il le classait quelque part. D'où venez-vous, mademoiselle Bennett? Boston. Loin de chez vous, je suppose. C'est vrai. Il resta silencieux un moment, et elle laissa le silence s'installer, car elle avait appris que le silence faisait parler les hommes à la fin. Il voulait toujours le combler. Vous en savez beaucoup sur Samuel Dawson? Dit Hale. Je sais qu'il a 4 enfants et une morsure de serpent, dit-elle. Que devrais-je savoir d'autre? Une autre pause. Hale bougea sur sa selle. Il a eu quelques problèmes, dit-il, avec sa terre. Il y a un type nommé Greer qui essaie d'acheter cette propriété depuis 2 ans. Dawson ne veut pas vendre. Il fit une pause. Greer n'est pas un homme qui accepte un nom très facilement. Olivia réfléchit à cela un moment. Quel genre de problème? Des problèmes juridiques surtout. L'avocat de Greer prétend qu'il y a un doute sur le titre de propriété, dit que la limite de la propriété est différente de ce que montrent les registres du comté. La voix de Hale était soigneusement neutre, comme la voix d'un homme qui a choisi son camp, mais ne veut pas le dire. L'affaire doit passer devant le juge le mois prochain. Et vous me dites ça parce que vous séjournez sur cette propriété, dit Hale, et je pense que vous devriez savoir au milieu de quoi vous vous trouvez. Olivia regarda la route devant elle et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de froid, de clair et de certain. Le même sentiment qu'elle avait eu la nuit précédente quand elle avait décidé qu'elle marcherait jusqu'à Harlow Creek, que Samuel Dawson le lui demande ou non. Elle était tombée sur une morsure de serpent, 4 enfants orphelins et un homme mourant. Maintenant, il y avait un litige foncier, un homme nommé Greer et un juge avec une affaire dans un mois. Elle pensa, je ne faisais que passer. Elle pensa, j'ai laissé une tasse de café à moitié finie sur cette table de cuisine. Elle pensa, Clara m'a donné la permission de rester. Merci de me l'avoir dit, dit-elle au shérif Hale. Elle le dit doucement et elle le pensait. Et elle fixa la route devant elle et pensa à un homme dans un lit avec de la fièvre, un bras cassé, 4 enfants et un titre de propriété que quelqu'un essayait de lui prendre. Elle pensa à tout ça et ne dit rien d'autre pendant les 3 miles restants jusqu'à Harlow Creek. Et au moment où les premiers bâtiments apparurent, quelque chose en elle avait déjà pris une décision dont sa bouche n'avait pas encore été informée. Le cabinet du Dr Marsh se trouvait sur la rue principale, un bâtiment étroit entre le magasin d'aliments pour animaux et le bureau de poste, avec une enseigne peinte à la main et une lampe déjà allumée. Olivia sauta du cheval de Hale avant qu'il ne se soit complètement arrêté et franchit la porte, la main levée pour frapper, avant même d'avoir remarqué la cloche au-dessus. « Docteur, dit-elle à l'homme aux cheveux gris qui leva les yeux de son bureau avec une expression surprise, comme quelqu'un qui était plongé dans ses papiers. « Je m'appelle Olivia Bennett. J'ai besoin que vous veniez avec moi à la ferme des Dawson. Samuel Dawson a été mordu par un serpent à Sonnette hier matin et il a besoin de vous. » Le docteur Marsh se leva sans hésitation, ce qui lui en dit long sur lui. « Il y a combien de temps? » »« Hier vers 7 heures du matin. Il a été incisé et a saigné. »« Oui, immédiatement. J'ai appliqué un cataplasme d'Achillée hier soir. Sa fièvre a atteint un pic vers 2 heures du matin et est tombée avant 4 heures. » Le docteur s'arrêta de bouger et la regarda attentivement pour la première fois. « Vous avez fait tout ça? J'ai été formée comme infirmière à Philadelphie il y a quelques années. » Il soutint son regard un moment, comme quelqu'un qui réévalue ce qu'il regarde. Puis il dit, « Savez-vous monter à cheval? »« Oui. Mon cheval est à l'arrière. Il enfilait déjà son manteau. Nous pouvons y être en moins de 2 heures. » Elle le suivit à l'arrière du cabinet et, dans l'embrasure de la porte, avant qu'il ne la ferme, elle dit,
Docteur, que savez-vous d'un homme nommé Greer? Il s'arrêta. Il se tourna et la regarda. Son expression en disait assez sans un seul mot. Tout, dit-il. Je sais tout sur cet homme. Il la regarda attentivement. Pourquoi demandez-vous ça? Parce que Samuel Dawson va avoir besoin de plus qu'une visite à domicile, dit-elle. Et je pense que vous le savez aussi. Le docteur la regarda un long moment à la lumière du matin. Puis quelque chose changea sur son visage, une sorte de reconnaissance fatiguée et soulagée, comme un homme qui attendait depuis longtemps que quelqu'un dise la bonne chose. Allons-y, mademoiselle Bennet, dit-il, et ils partirent. Ils ont chevauché durement et n'ont pas beaucoup parlé, ce qui convenait parfaitement à Olivia. Le docteur Marsh n'était pas un jeune homme, mais il montait comme tel, et elle suivit son rythme sans difficulté. Les miles entre Harlow Creek et la ferme des Dawson s'effacèrent sous eux dans un silence plus déterminé que confortable. Le soleil montait vite. La chaleur était déjà du genre à faire miroiter et mentir l'air au-dessus de la route. Elle pensait à l'expression sur le visage du docteur Marsh quand elle avait prononcé le nom de Greer. Cette expression particulière, ni surprise, ni alarmée, juste fatiguée de la manière spécifique de quelqu'un qui a vu une chose mal tournée pendant trop longtemps et n'a pas eu les moyens de l'arrêter. Elle allait avoir besoin de plus d'informations. Elle allait aussi devoir arrêter de penser aux informations et commencer à penser à ce qu'elle faisait réellement. Ce qui était de retourner à une ferme qui ne lui appartenait pas pour soigner un homme qu'elle connaissait depuis moins de 24 heures, avec un médecin qu'elle avait rencontré il y a 40 minutes et un plan qui ne s'étendait pas au-delà des prochaines heures. Elle avait quitté Boston avec un plan, aussi. Les plans, avait-elle fini par comprendre, n'étaient pour la plupart que les histoires que l'on se racontait pour se mettre en mouvement. Ils passèrent la dernière colline et la ferme des Dawson était en contrebas, silencieuse dans la chaleur du matin. Et Olivia sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine qu'elle n'avait pas conscience de retenir. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Clara sortit en courant. Olivia était descendue de cheval avant que Marsh n'ait complètement arrêté le sien, ses pieds touchant le sol et se dirigeant déjà vers la jeune fille. Et elle put voir à 20 mètres que quelque chose n'allait pas. Le visage de Clara était dépouillé de son calme habituel, et cela, plus que tout, envoya une pointe de froid directement dans le sternum d'Olivia. « Il va plus mal, dit Clara. Elle attrapa le bras d'Olivia à deux mains. Il a essayé de se lever ce matin et il est tombé. Il est par terre et je ne peux pas. Je ne suis pas assez forte. Olivia la dépassait déjà en direction de la maison. Il y a combien de temps? Peut-être 20 minutes. Je ne savais pas quoi faire. J'ai mis une couverture. Tu as bien fait. Elle poussa la porte. Où est Thomas? Avec lui, pour le maintenir immobile. Samuel était sur le sol de la chambre, à côté du lit. C'est précisément là où un homme qui a eu une forte fièvre toute la nuit et a décidé de se lever sans demander la permission de personne se retrouve. Thomas était à genoux à côté de lui, la main à plat sur l'épaule de son père, faisant exactement ce que Clara lui avait dit de faire. Le maintenir immobile avec l'expression concentrée et terrifiée d'un enfant de 6 ans qui essaye très fort d'être utile. « Hé !» dit Olivia, s'agenouillant de l'autre côté de Samuel. « Hé, regarde-moi !» Les yeux de Samuel la trouvèrent. Ils étaient plus clairs qu'elle ne s'y attendait, ce qui signifiait que la fièvre n'était pas remontée à des niveaux dangereux, juste à des niveaux stupides. « J'étais juste en train de... » commença-t-il. « Vous étiez juste en train d'essayer de vous lever alors que je vous avais spécifiquement dit de ne pas le faire, dit-elle. Elle posa sa main sur son front. Chaud, mais pas la chaleur terrifiante de la nuit précédente. Est-ce que quelque chose fait mal qui ne faisait pas mal hier? Ma fierté, dit-il. Ça guérira. Elle regarda Thomas. Tom, peux-tu reculer et laisser de la place au docteur? Thomas leva les yeux et remarqua le docteur Marsh dans l'embrasure de la porte pour la première fois. Tout son corps s'affaissa de soulagement, comme le font les corps des enfants quand ils voient enfin un adulte qui sait quoi faire. Il recula en se dépêchant et Marsh entra et s'accroupit. Et à eux deux, ils réussirent à soulever Samuel Dawson du sol de sa chambre et à le remettre dans son lit. Ce qui fut un effort considérable, étant donné que Samuel était un homme grand qui insistait pour dire qu'il pouvait le faire lui-même. « Vous ne pouvez pas, dit Marsh avec la patience plate d'un médecin, qui avait déjà entendu ça, le faire vous-même. Arrêtez d'aider. » Samuel arrêta d'aider. Sa mâchoire était serrée. Honnête, Sidem. Et son expression disait exactement ce qu'il pensait de tout ça, mais il arrêta.
Marsh examina le bras, vérifia le cataplasme, vérifia les yeux de Samuel, son pouls et sa température avec l'efficacité systématique d'un homme qui faisait ça depuis 30 ans. Il ne parla pas pendant qu'il travaillait. Samuel ne parla pas non plus. Olivia se tenait au pied du lit, les bras croisés, et attendait. Et Clara se tenait à côté d'elle, faisant exactement la même chose. Leur posture était si similaire que Marsh jeta un coup d'œil entre elles avec une expression de légère confusion. Finalement, Marsh se redressa. « Le travail de Mademoiselle Bennet vous a sauvé la vie, dit-il à Samuel. Je veux que ce soit clair. Quelques heures de plus sans traitement approprié et nous aurions une conversation différente. » Samuel regarda Olivia. Elle le regarda en retour sans expression, car elle pouvait voir qu'il était sur le point de dire quelque chose qui impliquait les mots « Je n'ai pas demandé ». Et elle était prête à être très peu sympathique à ce sujet. Il ne le dit pas. Il serra les lèvres et regarda le plafond. « Merci, dit-il doucement au plafond. « De rien, dit-elle au plafond. Marsh faillit sourire. « Je vais vous laisser des médicaments. Le bras doit rester bandé et surélevé pendant au moins 4 jours de plus. Pas de cheval, pas de travaux lourds, pas de sortie de ce lit sans quelqu'un pour vous soutenir. » Il regarda Samuel avec une expression qui communiquait exactement à quel point il s'attendait à ce que cette instruction soit suivie. « Je suis sérieux, Dawson. J'ai 4 enfants et un ranch aussi. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre si vous tombez dans la cour et vous fendez la tête, » dit Marsh agréablement. « Y a-t-il quelqu'un qui peut rester et aider? » La question atterrit dans la pièce et y resta. Samuel ne répondit pas. Il regarda la fenêtre. Olivia regarda Clara. Clara regarda Olivia avec ses yeux gris et ne dit rien du tout, ce qui était en quelque sorte la réponse la plus bruyante possible. « Je resterai, dit Olivia. « Pour l'instant. » Samuel tourna la tête et la regarda. Elle soutint son regard avec assurance. « Vous n'êtes pas... » commença-t-il. « Je sais que je ne suis pas obligé, dit-elle. Nous avons établi ça. » Il la regarda un long moment. Quelque chose passa dans son expression. Compliqué, superposé. Le genre de regard qui vient d'un homme qui a été autosuffisant si longtemps qu'accepter de l'aide ressemble à perdre quelque chose, et qui commence seulement maintenant à comprendre ce qu'il perdait à la place. « D'accord, dit-il. Sa voix sortit rauque. « D'accord. » Marsh prépara son sac et Olivia le raccompagna jusqu'à son cheval. Dans la cour, loin de la maison, il se tourna vers elle et parla doucement et rapidement, à la manière d'un homme qui attendait de dire quelque chose. « L'avocat de Greer a déposé des papiers il y a 3 jours, dit-il. Je l'ai appris de la femme du shérif hier matin. » Olivia devint très immobile. « Quel genre de papier? » Revendiquant que le corps et de la propriété de Dawson se trouvent sur les terres arpentées de Greer. Il dit qu'il y a un litige de frontières historique et que le titre de propriété original a été mal enregistré. La voix de Marsh était contrôlée, mais ses yeux ne l'étaient pas. C'est absurde. La famille de Samuel a colonisé cette terre il y a 18 ans, mais le juge qu'ils ont tiré au sort est de Laramie, pas un local. Il ne connaît pas l'histoire. Quand l'affaire passe-t-elle? Dans 3 semaines, Marsh mit son pied dans l'étrier. Samuel ne le sait pas encore. Les papiers ont été envoyés ici pendant qu'il était... Eh bien, pendant que personne n'était en état de les lire. Olivia pensa à un homme sur le sol d'une chambre insistant sur le fait qu'il allait bien. Elle pensa à un titre de propriété. Elle pensa à 3 semaines. « Merci, dit-elle, Mademoiselle Bennet. » Marsh la regarda de sa selle. « Quoi que ce soit qui vous ait fait passer par ce chemin hier, je suis content que ça l'ait fait. » Il le dit simplement, sans drame, et tourna son cheval vers le sud. Elle le regarda partir. Puis elle se tourna et regarda la maison et les papiers qu'elle pouvait maintenant voir sur la marche du porche. Un document plié, scellé avec quelque chose d'officiel, devant lequel elle était passée 2 fois sans le remarquer. Elle les ramassa. Elle les lut. Elle se tint dans la chaleur de l'été avec le document juridique dans les mains et lut chaque mot 2 fois. Et au moment où elle eut fini, quelque chose en elle était devenu très silencieux et très certain, comme toujours quand elle comprenait clairement ce qui devait se passer ensuite. Elle mit les papiers dans la poche de son tablier et rentra. Elle ne le dit pas à Samuel. Pas encore. Il avait besoin d'un autre jour de repos avant qu'elle ne lui remette quelque chose qui le ferait sortir de ce lit et monter à cheval avant que Marsh ne soit à mi-chemin de la ville. Elle le savait déjà de lui. Elle le savait depuis le seuil de la porte hier.
Bonsoir, Sagaraishar, depuis la façon dont il avait dit bien, alors que son bras changeait de couleur. L'instinct de Samuel Dawson face à une menace était de se lever et de l'affronter. Et en ce moment, se lever était la seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle lui dirait, juste pas aujourd'hui. Elle a fait déjeuner les enfants, elle a vérifié le cataplasme. Elle a appris à Thomas comment bien arroser le potager que Rebecca avait planté et qui produisait encore si on y prêtait attention. Et elle a laissé Mary la suivre de pièce en pièce sans commentaire, ce que Mary faisait depuis le matin comme une petite ombre silencieuse. À un moment donné, Mary a tendu la main et a pris la sienne, soudainement, sans préambule. Comme les petits-enfants revendiquent des choses qu'ils ont décidé leur appartenir. Olivia baissa les yeux vers elle. Mary la regarda avec des yeux d'enfant de 4 ans, bruns et très sérieux, et dit « Allez-vous être notre nouvelle maman ?» La question la frappa là où elle n'avait pas mis d'armure. « Je vais aider à prendre soin de vous pendant un petit moment, » dit Olivia prudemment. « Ça te va? » Mary réfléchit. « C'est presque la même chose, dit-elle, et elle recommença à la suivre. Olivia pressa sa paume à plat sur la table de la cuisine un moment, très brièvement, et se ressaisit. Elle s'occupait du bébé en début d'après-midi quand elle entendit les sabots. Pas un cheval, 2, se déplaçant à un rythme qui signifiait une arrivée, pas un passage. Elle sortit de la chambre du fond avec Hope contre son épaule. Le bébé était agité depuis midi, faisant ses dents ou fatigué, ou les deux. Elle regarda par la fenêtre de devant et vit les 2 hommes à cheval s'arrêter dans la cour. Ils étaient bien habillés pour une région de ranch, trop bien habillés. Le genre de bien habillé qui signifiait que quelqu'un d'autre payait pour ça. Clara était déjà à la fenêtre. Bien sûr qu'elle y était. « Tu les connais? » dit Olivia. « Celui de droite, » dit Clara. Sa voix était devenue plate et prudente. « Il travaille pour Greer. Il est venu ici une fois avant, au printemps. Papa l'a fait partir. » Olivia regarda le bébé dans ses bras. Elle regarda Clara. Elle prit une décision. « Reste à l'intérieur, dit-elle. Garde Thomas et Mary dans la cuisine. »« Qu'est-ce que tu vas? » Clara. Elle croisa le regard de la jeune fille. « Cuisine, s'il te plaît. » La mâchoire de Clara se serra, puis elle se tourna et rassembla ses frères et sœurs sans un autre mot. Olivia sortit sur le porche avec Hope toujours contre son épaule, se tint en haut des marches et attendit. L'homme de droite, l'homme de Greer, avait peut-être 35 ans, avec une manière de bouger douce et délibérée qui disait qu'il avait beaucoup d'entraînement à être agréable, tout en livrant des choses désagréables. Il regarda Olivia avec une surprise à peine dissimulée. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Elle le vit se réajuster. Quelqu'un d'autre ou personne. « Bonjour, madame, dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous cherchons Samuel Dawson. Il n'est pas disponible, dit Olivia. Nous ne prendrons pas beaucoup de son temps. Il est malade, dit-elle. Il n'est pas disponible. Le sourire de l'homme se maintint. Et vous êtes quelqu'un qui l'a chargé de parler pour lui en son absence. Elle regarda les 2 hommes avec assurance, le bébé contre son épaule, sa posture ne disant rien d'hostile mais tout d'inébranlable. Si vous avez affaire à M. Dawson, vous pouvez me l'exposer. L'homme échangea un bref regard avec son compagnon. Madame, c'est une affaire juridique. Elle doit être traitée directement avec... Je suis au courant de l'affaire juridique, dit Olivia. Cela l'arrêta. Son sourire devint un degré plus froid. Vraiment? Les papiers ont été livrés il y a 3 jours. Je les ai lus. Elle ne l'avait pas fait avant ce matin, mais il n'avait pas besoin de connaître les détails. Si M. Greer croit avoir un droit sur cette propriété, il est libre de faire valoir ce droit devant le juge dans 3 semaines. M. Dawson répondra par les voies légales appropriées. Et qui va le représenter? La voix de l'homme avait changé. Moins agréable maintenant, plus directe. Autant que je sache, Dawson n'a pas d'avocat, et sans représentation légale appropriée, le juge est susceptible de... Ça, dit Olivia, c'est l'affaire de M. Dawson, pas la vôtre. Elle le regarda sans ciller. Y a-t-il autre chose? Un silence. L'homme la regarda vraiment. Comme les gens regardent quand ils essaient de déterminer à quoi ils ont affaire et qu'ils ne sont pas sûrs. Le bébé fit un petit bruit contre l'épaule d'Olivia, et Olivia lui frotta le dos sans le quitter des yeux. « Dites-lui, dit l'homme lentement, que M. Greer est prêt à faire une offre très juste. Si Dawson cède le corps est avant la date du tribunal, il y a une somme d'argent qui...
Je transmettrai le message, dit Olivia. Bonne journée. Elle ne bougea pas. Elle se tint en haut des marches et les regarda tous les deux. Et après un moment qui s'étira juste assez longtemps pour faire passer le message, l'homme de Greer toucha son chapeau avec un sourire qui n'était que dents et sans chaleur, et les deux hommes tournèrent leurs chevaux et quittèrent la cour. Olivia les regarda jusqu'à ce qu'ils aient dépassé le chemin et soignent hors de vue. Puis elle baissa les yeux sur Hope, qui s'était endormie contre son col pendant toute la rencontre, avec la profonde indifférence des nourrissons aux conflits humains. « Bonne fille, dit-elle doucement. Elle entendit le craquement du plancher derrière elle. Elle se tourna. Samuel était dans l'embrasure de la porte, se tenant droit d'une main appuyée sur le cadre, avec l'expression d'un homme qui avait entendu chaque mot par une fenêtre ouverte et menait maintenant une bataille interne importante sur ce qu'il en pensait. « Vous devriez être au lit, dit Olivia. C'étaient les hommes de Greer, dit-il. Sa voix était calme et contrôlée, ce qui était en quelque sorte plus alarmant que s'il avait été bruyant. Je sais, vous les avez renvoyés. Oui, un muscle de sa mâchoire bougea. Olivia. C'était la première fois qu'il utilisait son nom. Elle le remarqua. Vous avez dit que vous aviez lu les papiers. Oui. Quand? Ce matin. Marsh m'en a parlé avant de partir. Je les ai trouvés sur la marche du porche. Elle observa son visage. J'allais vous le dire aujourd'hui quand vous vous seriez plus reposé. Il la regarda. C'est ma terre, je le sais. Mon père a déposé ce titre de propriété il y a 18 ans. Ma mère est enterrée sur ce quart est. Sa voix resta égale, mais c'était l'égalité d'un homme qui tenait quelque chose très fermement. Greer essaie de la prendre depuis 2 ans. La morsure de serpent est la première fois que je suis à terre assez longtemps pour qu'il pense à bouger. Je sais, dit-elle, c'est pourquoi j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Elle déplaça Hope dans ses bras. Vous avez besoin d'un avocat, un vrai, avant cette aide de tribunal. Avez-vous de l'argent? Il resta silencieux un moment. Un peu. Assez pour un avocat? Une autre pause? Plus longue, peut-être. Il y a un avocat à Harlow Creek, Marsh l'a mentionné. Un homme nommé Calloway. Il connaît les registres fonciers locaux. C'est lui qu'il vous faut. Elle l'observa. Pouvez-vous écrire une lettre aujourd'hui? Si je retourne en ville demain, je peux la livrer personnellement. Samuel la regarda. Il était toujours dans l'embrasure de la porte, se tenant toujours d'une main sur le cadre, ayant toujours une fièvre qu'elle pouvait voir à 6 pieds de distance à la couleur de son visage. Et il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement nommer. Quelque chose entre l'incrédulité et une chose plus compliquée en dessous. « Pourquoi faites-vous ça? » dit-il. Elle le regarda. « Quelqu'un doit le faire. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. » Il était silencieux. Le bébé respirait contre son épaule. Quelque part derrière eux, dans la cuisine, Thomas dit quelque chose à Clara, et Clara le fit taire. « Ma femme faisait ça, » dit Samuel. Sa voix sortit plus basse. Se tenir sur ce porche comme si c'était un mur, comme si personne ne pouvait passer sans sa permission. Il s'arrêta. Il regarda au-delà d'elle, vers la cour. Je n'y ai pas pensé depuis je ne sais combien de temps. Olivia se tint avec le bébé et ne remplit pas le silence. Elle avait appris au cours des dernières 24 heures que les silences de Samuel Dawson n'étaient pas vides. « Elle vous aurait aimé, dit-il. Il le dit comme si cela le surprenait, comme s'il avait eu l'intention de le garder pour lui et que c'était sorti quand même. Olivia sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose qu'elle n'allait pas regarder directement pour l'instant. « Retournez au lit, Samuel, dit-elle doucement. « Je peux écrire la lettre, dit-il, ce soir, demain. Ce soir, Olivia. » Il la regarda avec des yeux stables et brillants de fièvre. « C'est ma terre. J'écris la lettre ce soir. » Elle le regarda un moment, puis elle dit « D'accord, ce soir, mais vous l'écrivez depuis le lit. » Il faillit sourire. « Oui, madame. » Il rentra. Elle resta sur le porche un moment de plus dans la chaleur de l'été, avec le bébé endormi contre son épaule et le poids des papiers juridiques dans la poche de son tablier. Elle regarda la terre qu'un homme et sa femme décédée avaient bâtie ensemble et que quelqu'un avec de l'argent et des avocats essayait de démanteler morceau par morceau pendant que l'homme était trop occupé à survivre pour se battre. Elle pensa à Boston. Elle pensa à l'homme dont elle avait posé la bague sur une table et dont elle s'était éloignée, à la vie à laquelle elle avait dit non et à la route qu'elle avait prise à la place. Elle pensa à un enfant lui prenant la main dans une cuisine et disant « C'est presque la même chose ». Clara apparut dans l'embrasure de la porte. Elle regarda la cour vide, puis Olivia,
puis de nouveau la cour. « Ils sont partis, dit-elle. Ils sont partis. » Clara laissa échapper un souffle, juste un, puis elle le reprit et redressa sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Olivia la regarda, cette fille de 8 ans avec les yeux de sa mère et l'entêtement de son père, et un poids sur ses épaules que personne ne lui avait demandé de porter. « Maintenant, dit Olivia, on prépare le dîner, puis ton père écrit une lettre et demain, on commence à se battre. » Clara la regarda un long moment, puis elle hocha la tête une fois, ce même hochement de tête décisif, celui qui signifiait qu'une décision avait été prise. « D'accord, dit-elle, je vais allumer le feu. » Elle rentra. Olivia resta seule sur le porche dans l'été du Wyoming, avec le bébé endormi, les papiers et le long après-midi devant elle. Et elle comprit clairement, avec le genre de clarté qui ne vient que lorsque vous avez cessé de fuir et que vous avez vraiment regardé où vous avez atterri, qu'elle ne faisait plus que passer. Elle n'était pas sûre exactement quand cela avait cessé d'être vrai. Elle était seulement sûre que c'était le cas. Samuel a écrit la lettre cette nuit-là. Olivia s'est assise sur la chaise à côté du lit, une bougie entre eux, pendant qu'il écrivait. Son bras droit était toujours bandé et surélevé, et il écrivait de la main gauche, ce qui était lent et pénible à regarder, mais qu'il refusait de reconnaître comme un problème. Elle ne lui a pas proposé de l'écrire pour lui. Elle comprenait déjà que ce n'était pas le genre d'aide qu'il accepterait, et elle comprenait pourquoi, et elle le respectait, même si cela lui coûtait de la patience. Il a écrit 3 pages. Son écriture de la main gauche était inégale et appuyée trop fort par endroits, comme l'écriture devient quand la main se bat contre le cerveau pour le contrôle. Mais elle était précise, chaque fait en ordre, chaque date, chaque borne, chaque référence au titre de propriété originale et au registre du comté et aux 18 ans que sa famille avait travaillé sur cette terre. Elle l'a lu quand il la lui a tendu et elle n'a rien dit pendant un moment. « C'est bien, dit-elle. Ne soyez pas surprise. Je ne suis pas surprise. Je suis impressionnée. » Elle leva les yeux. « Vous y avez déjà pensé. L'argument juridique. J'y pense depuis 2 ans, dit-il. Depuis la première fois que l'homme de Greer est venu à ma porte avec une offre. Il a dit le mot « offre », comme on dirait le nom de quelque chose qui vous a mordu. Je savais que ça en arriverait là un jour. Je ne m'attendais juste pas à ce que ça arrive alors que j'étais cloué au lit. Greer a bien choisi son moment, dit-elle. Je sais qu'il l'a fait. Ça vous en dit long sur lui. Samuel la regarda. Ça me dit qu'il a observé et attendu, ce qui signifie qu'il a quelqu'un d'assez proche pour connaître ma situation. Sa mâchoire se serra. Quelqu'un qui savait pour Rebecca, pour le printemps, pour tout. La pièce devint silencieuse. Dehors, la nuit faisait ce que les nuits d'été du Wyoming faisaient, se rafraîchissant rapidement et complètement, comme si la chaleur du jour n'avait jamais existé. Le bébé dormait. Les enfants dormaient. Le ranch était calme. « Reposez-vous, dit Olivia. Je partirai en ville à la première heure. »« Je vais avec vous, Samuel. C'est ma lettre, ma terre, mon avocat. » Il la regarda avec assurance. « Et avant que vous ne le disiez, oui, je sais que je suis censé me reposer. Je sais que mon bras a besoin de 3 jours de plus. Je sais que Marsh aura des opinions à ce sujet. » Il fit une pause. « J'y vais. » Elle le regarda. Elle regarda la lettre dans sa main. Elle pensa à la façon dont il s'était tenu dans l'embrasure de la porte cet après-midi. Les yeux brillants de fièvre, une main sur le cadre, complètement inébranlable. « D'accord, dit-elle, mais vous chevauchez lentement et vous ne discutez pas avec moi si vous commencez à avoir l'air plus mal. D'accord. Et vous prenez votre petit déjeuner avant de partir. »« Olivia, c'est le marché, Samuel. Petit déjeuner, chevauchée lente, pas de discussion, à prendre ou à laisser. » Il a pris. Elle le laissa dormir et alla à la cuisine. Elle s'assit à la table dans le noir pendant un moment, non pas parce qu'elle avait besoin de réfléchir, mais parce qu'elle avait besoin d'arrêter de réfléchir, ce qui était une chose entièrement différente. La maison respirait autour d'elle. De petits bruits, des bruits d'installation, le bruit de 4 enfants dormant dans des chambres où ils avaient dormi toute leur vie. Elle était dans cette maison depuis moins de 2 jours, et elle savait déjà quelle planche de plancher craquait devant la chambre de Thomas, que Mary enlevait toujours sa couverture, et que Clara dormait avec une main sous sa joue et l'autre à plat sur le matelas à côté d'elle, comme si elle se préparait à quelque chose, même dans son sommeil. Elle n'était pas d'une femme qui s'attachait rapidement.
On le lui avait dit à Philadelphie, l'homme dont elle avait rendu la bague. Il l'avait dit comme une accusation. Elle y avait longuement réfléchi par la suite, sur la route, à la ferme des Miller, et marchant les 14 miles de poussière entre ici et Harlow Creek. Et elle était arrivée à une conclusion différente. Elle ne s'attachait pas rapidement, elle s'attachait avec précision. Ce n'était pas la même chose. Elle alla se coucher sur le sol de la cuisine avec une couverture pliée, dormit 4 heures et se réveilla avant tout le monde. Ils partirent pour la ville au lever du soleil, tous les deux, Samuel sur son cheval et Olivia sur la vieille jument qu'il gardait pour que les enfants s'entraînent. Clara était responsable. Olivia avait tout revu 2 fois, calmement et complètement. Et Clara avait écouté, les bras croisés et le visage sérieux, puis avait dit « Je sais déjà tout ça », d'un ton qui n'était pas impoli, juste précis. Olivia avait dit « Je sais que tu le sais », et était partie quand même. Samuel chevauchait prudemment, ce qui lui coûtait quelque chose qu'elle pouvait voir dans la posture de ses épaules. C'était un homme bâti pour un autre type de chevauché, rapide et déterminé, et ce rythme mesuré et délibéré était sa propre forme de discipline. Il ne se plaignait pas, remarqua-t-elle. Ils étaient à 1 mile de la ferme quand il dit de manière inattendue « Depuis combien de temps étiez-vous infirmière ?» Elle lui jeta un coup d'œil. 2 ans à Philadelphie. Avant ça, j'ai étudié avec un médecin à Boston, de manière informelle. Pourquoi avez-vous arrêté? Elle regarda la route devant elle. Je me suis fiancée, dit-elle. C'était un homme bien, un homme pratique. Il avait des opinions sur la meilleure façon pour une femme de passer son temps. Et vous n'étiez pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Une pause. C'est pour ça que vous avez quitté Boston? C'est en partie pour ça. Elle garda les yeux sur la route. Je lui ai rendu la bague en mars. Je suis sorti sous la pluie. J'ai pris le premier train vers l'ouest qui partait ce jour-là. Elle a fait une pause. C'est comme ça qu'une infirmière de Boston se retrouve à passer devant un ranch du Wyoming avec un pain dans les bras. Samuel resta silencieux un moment. Cet homme, dit-il, Sue, celui que vous avez quitté, qu'en est-il de lui? C'était un imbécile, dit Samuel d'un ton plat et certain, comme il disait tout. Elle le regarda. Il regardait la route devant lui, la mâchoire serrée, son expression ne laissant rien paraître, sauf l'opinion elle-même, qui en disait apparemment la selle. Elle se retourna vers la route et ne dit rien, mais quelque chose bougea dans sa poitrine. Le bureau de Callaway était au-dessus du magasin d'aliments pour animaux. Un escalier étroit et une porte avec son nom peint sur la vitre. À l'intérieur, un homme d'environ 50 ans, aux larges épaules, avec des lunettes de lecture sur le front, et l'attention contrôlée de quelqu'un qui a passé sa vie à écouter ce que les gens disaient et ce qu'ils ne disaient pas. Il lut la lettre de Samuel debout. Il la lut 2 fois. Puis il la posa sur le bureau, regarda Samuel par-dessus ses lunettes et dit « Vous avez écrit ça de la main gauche. Mon bras droit a connu des jours meilleurs, dit Samuel. » Callaway regarda le bras bandé, puis Olivia, puis de nouveau Samuel. « Qui est votre témoin? Pourquoi? Pour l'arpentage initial du terrain. Quelqu'un qui était là quand votre père a déposé le titre de propriété? Quelqu'un qui sait où ses piquets ont été plantés. » Il se pencha en avant. L'argument de Greer repose sur un nouvel arpentage fait l'année dernière par un homme qui l'a engagé. Nous devons le contrer avec un témoignage historique. Quelqu'un qui était sur cette terre avant que l'arpenteur de Greer n'y touche. Samuel réfléchit. Le vieux Mallister, dit-il, le trappeur. Il connaissait ce territoire avant tout le monde. Il était là quand mon père a jalonné la concession. Est-il encore en vie? Aux dernières nouvelles, il vit près de Bitter Creek et environ 20 miles au nord. Pouvez-vous le faire venir en ville avant la date du tribunal? Je peux essayer. Essayer ne suffira pas, dit Callaway sans méchanceté. Il regarda Samuel avec assurance. Greer a de l'argent et il a un avocat qui a déposé 3 affaires similaires l'année dernière. Il est doué pour ça. Il trouve des hommes vulnérables, des hommes isolés, endettés ou récemment endeuillés, et il agit pendant qu'ils sont à terre. Sa voix était égale. Vous n'êtes pas le premier, mais vous pouvez être le dernier si nous faisons ça bien. La main de Samuel sur le bureau s'immobilisa. Que voulez-vous dire par le dernier? Je veux dire que si nous gagnons cette affaire et que nous la gagnons publiquement avec un dossier clair, cela devient un précédent. Cela rend la prochaine affaire plus difficile pour lui. Callaway le regarda. Il ne s'agit pas seulement de votre Quart Est, Dawson.
Il s'agit de savoir si Greer va pouvoir continuer à faire ce qu'il a fait aux gens de ce comté. La pièce était silencieuse. Olivia était assise, très immobile. Samuel dit, « De quoi avez-vous besoin de moi? » De Mallister. De tout ce que vous pouvez trouver par écrit, des lettres, des documents de l'époque où votre père a déposé le titre. Et j'ai besoin de vous vivant et fonctionnel dans 3 semaines. Les yeux de Calloway se tournèrent brièvement vers Olivia. « Je suppose que cette partie est gérée. »« C'est géré, dit Olivia. Ils sont rentrés avec moins de conversation, mais une qualité de silence différente. Pas le silence de 2 étrangers sur une route, mais le silence de 2 personnes qui venaient de vivre quelque chose d'important ensemble et le traitaient en parallèle. C'est Samuel qui a parlé le premier. « Calloway a raison, dit-il, à propos de Greer. Il y a une famille au nord d'ici, les Puy. Ils ont perdu leur pâturage il y a 2 ans. Ils n'ont pas pu prouver la frontière. Ils ont dû vendre. » Il fit une pause. Elias Puy était un des amis de mon père. Il a travaillé cette terre pendant 12 ans. Est-ce que Greer l'a acheté? Par l'intermédiaire d'un homme qui travaille pour lui techniquement, mais tout le monde sait. Olivia le regarda, et personne ne l'a arrêté. Personne n'avait de motif. Il regarda droit devant lui. Jusqu'à maintenant, peut-être. Quand ils sont revenus à la ferme, Thomas attendait sur les marches du porche avec l'immobilité anxieuse d'un enfant à qui on a dit de ne pas bouger et qui a compté les minutes. Il a dévalé les marches et s'est précipité vers le cheval de Samuel avant que celui-ci n'ait sorti son pied de l'étrier. « Papa, tu vas bien? Clara a dit que tu serais de retour à midi et qu'il est plus de midi, et elle a dit que je n'avais pas le droit de m'inquiéter, mais je m'inquiétais. » Tom. Samuel descendit de cheval avec une dignité prudente et posa sa bonne main sur l'épaule de son fils. « Je vais bien. Je t'ai dit que je reviendrais. »« Tu m'as aussi dit que la morsure de serpent n'était rien, » dit Thomas. Un silence. « C'est juste, » dit Samuel. Olivia décellait la jument quand Clara apparut sur le côté de la maison, Mary derrière elle. Toutes deux dans un état de calme soigneusement entretenu, ce qui signifiait qu'elles s'étaient inquiétées et n'allaient pas le dire. « Comment ça s'est passé? » dit Clara. « Bien, dit Olivia. Ton père a un avocat. »« Un bon. » Clara regarda Samuel. « Allons-nous perdre la terre? »« Non, dit Samuel. Il le dit comme si ce n'était pas une question, ce qui était soit de la confiance, soit de l'entêtement, et probablement les deux. Nous n'allons pas la perdre. » Clara le regarda un long moment avec ses yeux gris. Puis elle dit, « D'accord, » et elle rentra, ce qui était la plus grande marque de confiance qu'elle avait encore exprimée en un seul mot. C'est 3 jours plus tard que tout a basculé. Samuel était de nouveau debout et se déplaçait, prudemment, le bras toujours bandé, et Olivia le surveillait comme un faucon surveille quelque chose qu'il n'est pas prêt à perdre. Quand le shérif Hale est entré dans la cour, pas au trot cette fois, mais au pas, avec une expression qui disait que ce n'était pas une visite de courtoisie. Olivia était sur le porche. Elle a vu son visage et a senti son estomac se nouer. « Dawson est à la maison, » dit Hale. « Il est à l'intérieur. » Elle ne bougea pas du haut des marches. « Qu'est-ce qu'il y a? » Hale la regarda. « Mallister, dit-il, le vieux trappeur de Bitter Creek. » Elle devint très immobile. « Qu'est-ce qu'il a? Il est mort il y a 2 nuits. » La voix de Hale était soigneusement plate. Cause naturelle, d'après ce qu'on peut dire. Il était vieux. Ça arrive. Il fit une pause et la pause disait tout. Un voisin l'a trouvé en allant voir comment il allait. Olivia se tenait sur le porche et sentit le mot naturel lui rester dans la bouche comme quelque chose qu'elle ne croyait pas. « Samuel doit entendre ça, dit-elle. Je sais. C'est pour ça que je suis là. » Elle est entrée le chercher et elle a regardé son visage quand Hale a prononcé les mots et elle a vu la couleur le quitter, puis revenir sous une forme plus dure. Il est resté très immobile. Il a posé 2 questions. Quand et qui l'a trouvé? Puis il a remercié Hale et a attendu que le shérif soit parti de la propriété pour s'asseoir à la table de la cuisine et poser sa bonne main à plat sur le bois. Thomas et Mary étaient dehors. Clara était à l'arrière avec le bébé. Il n'y avait qu'eux 2. « C'était notre témoin, » dit Samuel. Sa voix était très basse. « Je sais. Sans lui. Je sais. » Calloway a dit, « Samuel. » Elle s'assit en face de lui. « Regarde-moi. » Il la regarda. « Mallister est parti, dit-elle. C'est un fait, et je ne vais pas prétendre que ce n'est pas un problème sérieux. » Elle garda sa voix stable, mais ce n'est pas la fin. Calloway a dit qu'il a besoin d'un témoignage historique, quelqu'un qui était là.
Mallister était une personne. Y en a-t-il d'autres? Samuel fixa la table, y réfléchissant. Le contremaître de mon père, dit-il lentement. Jeb Carver. Il était là quand les piquets ont été plantés. Mais il a déménagé au Colorado il y a 6 ans. Pueblo, je crois. Peux-tu lui faire parvenir une lettre en 2 semaines? Peut-être, si le courrier va vite. Écris-la aujourd'hui. Elle le regarda. Quoi d'autre? Des archives écrites, des lettres, tout ce que ton père a gardé. Samuel resta silencieux un long moment. Puis il se leva, ce à quoi elle ne s'attendait pas, et alla dans la chambre. Elle l'entendit là-bas, déplaçant quelque chose de lourd, quelque chose traîné sur le plancher. Elle attendit. Il revint avec une petite boîte en bois, vieille, le genre de boîte que l'on déplace avec précaution et pas souvent. Il la posa sur la table entre eux. Les papiers de mon père, dit-il. Je n'ai pas ouvert ça depuis sa mort. Il regarda la boîte. 11 ans. Elle le regarda. Veux-tu que je... Non, il s'assit. Je vais le faire. Il l'ouvrit. Elle regarda son visage pendant qu'il parcourait les papiers. Pas les papiers eux-mêmes, qui étaient à lui de regarder en premier, mais son visage qui lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ce à quoi ressemble 11 ans d'une boîte fermée quand elle s'ouvre. Il était très contrôlé, le genre de contrôle qui signifie que le sentiment est présent et pris en compte, mais simplement pas autorisé à s'exprimer pour l'instant. Il l'a trouvée 20 minutes plus tard. Elle l'a su à la façon dont sa main a cessé de bouger. « Qu'est-ce que c'est? » dit-elle. Il leva les yeux. Une lettre, dit-il, du bureau foncier du comté, datée de mars 1858. Il la tourna vers elle, signée par le registraire lui-même, confirmant les bornes et les coordonnées exactes du quart Est. Elle prit la lettre avec précaution et la lut. Puis elle la relut. « Samuel, dit-elle, je sais, c'est... Si ça tient, je sais. » Il la regardait avec quelque chose qui n'était pas tout à fait du soulagement, car le soulagement était trop simple pour ce qui était sur son visage. C'était le regard d'un homme qui a porté un poids si longtemps que la possibilité soudaine de le poser est presque incompréhensible. Elle est datée d'avant même que la famille de Greer n'arrive dans ce comté. Elle posa la lettre entre eux. « Nous devons apporter ça à Callaway aujourd'hui, dit-elle. « D'accord, dit-elle. Tu écris la lettre à Carver. » Elle se leva. « Samuel, écoute-moi. » Elle attendit qu'il la regarde pleinement. « Ça change les choses. Ça pourrait nous faire gagner. » Il la regarda. Puis il regarda la lettre. Puis il dit très doucement. Mon père gardait tout. Il posa sa main à plat sur le couvercle de la boîte, doucement, comme un homme touchant quelque chose qu'il pensait disparu. Il disait toujours, en cas de doute, écris-le. Je pensais qu'il le disait pour lui-même. Je pense maintenant que c'était peut-être pour moi. Elle le regarda et ne dit rien pendant un moment, car il n'y avait rien à ajouter à cela. Je serai de retour avant de la nuit, dit-elle. Elle était à la porte quand il a dit son nom. Pas Mademoiselle Bennett, pas même Olivia, juste Olivia, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, ce qui était peut-être le cas maintenant. Comme elle se tourna, il était toujours à la table avec la boîte ouverte et la lettre de son père entre les mains. Et il la regarda, juste la regarda, avec ses yeux stables et débarrassés de la fièvre, qui voyait tout ce qu'il décidait de voir. Et il dit, « Merci, pour tout, pour juste tout. » Elle soutint son regard. Elle ne lui a pas dit que ce n'était rien, car ce n'était pas rien. Elle ne lui a pas dit qu'elle le referait, car ils le savaient déjà tous les deux. Elle a dit, « Prends soin de tes enfants pendant mon absence. » Et elle le pensait comme elle pensait tout, complètement et sans excès. Elle a chevauché jusqu'à Harlow Creek avec une lettre bien rangée dans sa veste, contre son cœur, là où le vent ne pouvait pas l'atteindre. Et elle ne s'est pas permis de penser à ce que cela signifiait qu'elle chevauchait vite, non seulement parce que la lettre était importante, mais parce qu'elle voulait rentrer. Callaway a lu le document et est devenu très immobile. Puis il a levé les yeux vers elle avec une expression qui était l'équivalent professionnel du soulagement et a dit « D'où cela vient-il? » « Son père l'a gardé, dit-elle, dans une boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis 11 ans. Callaway s'est adossé. « 11 ans, dit-il doucement. « Son père est mort, dit-elle. Les gens n'ouvrent pas toujours les choses qui font mal. » Callaway la regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Bennett, dit-il, je suis avocat dans ce comté depuis 22 ans, et je dois vous dire que cette lettre, combinée à un témoin solide et au titre de propriété originale, est suffisante. »
Il fit une pause. C'est suffisant pour gagner. Elle est revenue plus vite qu'elle n'était partie. Le soleil baissait quand elle est arrivée par le chemin, et la première chose qu'elle a vue, c'est Samuel sur le porche. Pas à l'intérieur, pas dans le lit où il était censé être, mais sur le porche, assis sur la chaise avec Hope dans ses bras. Le bébé était réveillé et le regardait avec l'attention floue et confiante des très jeunes enfants. Et il la regardait en retour avec une expression si peu gardée qu'Olivia a ralenti son cheval pour ne pas l'interrompre trop vite. Elle n'avait jamais vu son visage comme ça, sans défense, présent, comme un homme qui avait enfin cessé de se préparer au prochain coup assez longtemps pour sentir le poids de ce qu'il tenait. Il a entendu son approche et a levé les yeux. L'expression a changé, pas disparu, juste réarrangé. Il n'a pas érigé de mur. Il s'est juste laissé voir un moment, et ils le savaient tous les deux. Calloway dit que la lettre est suffisante, dit-elle depuis la cour. Quelque chose a traversé le visage de Samuel. Assez pour gagner. Assez pour gagner. Il était silencieux. Il a baissé les yeux sur Hope. Le bébé a attrapé son doigt avec la détermination obstinée de quelqu'un qui avait décidé que cette chose particulière était à elle et que c'était final. Elle fait ça maintenant, dit-il. Elle attrape des choses. Elle vient de commencer. Olivia les a regardés tous les deux. Elle a regardé Samuel Dawson tenant sa plus jeune fille sur un poche dans la soirée du Wyoming, avec 11 ans de papier de son père sur la table de la cuisine, une date de tribunal dans 2 semaines et la fièvre enfin disparue de son visage. Elle a pensé à une route qu'elle avait prise parce que ses pieds étaient fatigués. Elle a pensé à un pain enveloppé dans un tissu. Elle a pensé à une fille qui lui avait pris la main dans une cuisine et avait dit « C'est presque la même chose ». Elle va très bien s'en sortir, dit Olivia. Elle n'était pas tout à fait sûre de parler du bébé. Samuel a levé les yeux vers elle. Il a étudié son visage un moment dans la faible lumière, comme il le faisait plus souvent, comme un homme apprenant quelque chose qu'il avait décidé d'important. « Nous aussi, dit-il doucement. « Je pense. » Elle a soutenu son regard. « Ouais, dit-elle, je le pense aussi. La lettre de Jeb Carver est arrivée 11 jours plus tard. » Olivia était dans la cour avec Mary quand elle a entendu le cheval du postier sur le chemin et elle marchait déjà vers la barrière avant que l'homme ne s'arrête. Elle l'attendait chaque jour. Elle ne l'avait pas dit à Samuel parce que Samuel était déjà assez tendu, se déplaçant dans la ferme avec son bras à moitié guéri, faisant un travail à 3/4 et prétendant que c'était un travail complet. Portant le poids de la date du tribunal comme un homme porte quelque chose de trop lourd à poser, au cas où il ne pourrait pas le reprendre. Le postier lui a tendu l'enveloppe et elle a regardé l'adresse de l'expéditeur et a senti sa poitrine se déverrouiller d'un cran. Elle est entrée. Samuel était à table avec les notes de Calloway étalées devant lui, les parcourant pour ce qu'elle estimait être la 9e fois. Il a levé les yeux quand elle est entrée. Elle a brandi l'enveloppe sans un mot. Il était sur pied avant qu'elle n'ait fini son mouvement. Il l'a lu debout. Elle a regardé son visage, la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux parcouraient rapidement les lignes, le moment précis où ses épaules sont changées. « Il se souvient, » dit Samuel. « Il était là quand mon père a planté les piquets de l'Est. Il a noté les coordonnées dans son propre journal. Il a levé les yeux. Il a toujours le journal, Olivia. Peut-il venir? Il a 63 ans et une mauvaise hanche. » Samuel a regardé à nouveau la lettre. « Mais il dit que si j'envoie un chariot, il viendra. Alors, envoie un chariot. » Il cherchait déjà du papier. Elle l'a laissé écrire et est retournée dehors. Et elle s'est tenue dans la cour, le soleil de l'après-midi sur son visage, et s'est permis de ressentir, juste un moment, le soulagement particulier d'une chose qui se passe bien. Elle ne s'est pas permis de le ressentir longtemps. La date du tribunal était dans 4 jours, et le soulagement était un luxe pour après. Clara est apparue à son coude. La fille avait une façon de se matérialiser sans bruit, comme un chat. « C'était une bonne nouvelle, » dit Clara. « Très bonne. » Clara a expiré une seule fois. Je savais que ce serait le cas. Elle l'a dit avec la certitude de quelqu'un qui avait décidé ce qu'elle croyait et s'y tenait, peu importe les preuves contraires, ce qui était soit de la foi, soit de l'entêtement, et probablement les deux. Papa était inquiet. « Je sais. Il ne le montre pas comme la plupart des gens. » Clara a levé les yeux vers elle. Il devient plus silencieux et il travaille plus. C'est comme ça qu'on sait. J'ai remarqué, dit Olivia. Vous remarquez beaucoup de choses. C'est une habitude. Clara est restée silencieuse un moment. La façon dont elle devenait silencieuse avant de dire quelque chose qu'elle retenait.
Allez-vous rester, dit-elle, après le tribunal, après que tout soit après. Olivia a regardé cet enfant qui n'avait pas une seule fois, au cours des 2 dernières semaines, demandé quoi que ce soit, qui avait géré une maison, 3 frères et des sœurs et un père convalescent avec une compétence qui faisait honte à la plupart des adultes, qui avait donné à Olivia la permission de rester la première nuit et ne l'avait jamais reprise. Je ne sais pas encore. Olivia a dit que c'était la réponse la plus honnête qu'elle avait. Clara a réfléchi à cela. Ce n'est pas un non, dit-elle. Non, dit Olivia, ce n'est pas un non. Clara a hoché la tête, l'a classé là où elle classait les choses et est rentrée. Jeb Carver est arrivé 2 jours avant la date du tribunal dans le chariot que Samuel avait envoyé, avec une hanche qui le faisait clairement souffrir et une posture qui disait qu'il n'allait pas le reconnaître. C'était un homme mince, au visage buriné par le soleil, avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui avait passé la plus grande partie de sa vie à l'extérieur et avait appris à économiser ses mouvements. Il a serré la main de Samuel, a regardé la ferme et a dit « Ton père serait fier de cet endroit ». Puis il s'est assis à la table de la cuisine et a ouvert son journal, qui avait 40 ans et était tenu par un morceau de ficelle. Il leur a montré l'entrée, date, coordonnées, les noms des 4 hommes qui étaient présents lorsque Thomas Dawson a planté son premier piquet dans le sol du Wyoming. Samuel a lu l'entrée, a posé le journal sur la table, a pressé sa main à plat dessus et n'a pas parlé pendant un long moment. Carver l'a regardé. « C'était un homme bien, ton père, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience, Thomas Dawson a créé quelque chose de réel ici. Ça ne disparaît pas. Je sais, a dit Samuel. Sa voix est sortie rauque. Je sais. Olivia était au poil. Elle leur a tourné le dos à tous les deux et a accordé à ce moment l'intimité qu'ils méritaient. Le matin du procès est arrivé, gris et chaud, le genre de matin qui ne pouvait pas décider ce qu'il voulait être. Olivia était levée avant tout le monde, ce qui était son habitude maintenant, et elle avait fait du café et des biscuits dans la poêle au moment où la maison a commencé à se réveiller. Elle a entendu les bottes de Samuel sur le plancher. Elle connaissait son pas maintenant, connaissait son rythme, savait quand il était déterminé et quand il était troublé. Elle a versé une tasse sans qu'on le lui demande et l'a posée sur la table. Il s'est assis, l'a prise et l'a regardée. « Vous devriez venir, a-t-il dit, au tribunal. » Elle l'a regardé. « Samuel, je veux que vous soyez là. » Il l'a dit simplement, sans excuse ni explication. C'est tout. Elle a regardé sa propre tasse. « J'y serai, a-t-elle dit. » Calloway les avait préparés pour la salle d'audience, mais la préparation et la réalité étaient 2 choses différentes. Et la réalité était la suivante. Le juge de Laramie était un homme prudent et impénétrable, d'environ 60 ans, qui ne laissait rien paraître dans son expression. Et l'avocat de Greer était exactement aussi bon que Calloway l'avait prédit. Lisse, systématique et habitué à faire paraître incertain des faits simples. Greer lui-même était assis à l'autre table. Olivia ne l'avait pas vu avant ce moment. Il avait peut-être 55 ans, était corpulent, avec la confiance tranquille d'un homme qui avait gagné assez de fois pour ne plus s'attendre à d'autres choses. Il a regardé Samuel une fois quand ils sont entrés dans la salle d'audience, et le regard n'était pas hostile. C'était presque pire qu'hostile. C'était dédaigneux, le regard d'un homme qui considérait le résultat déjà décidé. Olivia s'est assise derrière Samuel et elle a regardé l'arrière de sa tête. Elle a vu le moment où il a enregistré l'expression de Greer, car ses épaules sont devenues très immobiles. Elle avait fini par comprendre que l'immobilité de Samuel Dawson n'était pas la paix. C'était le souffle retenu avant une décision. Elle s'est penchée en avant et a posé brièvement sa main sur son épaule, juste une fois, juste une seconde. Il ne s'est pas retourné, mais l'immobilité a changé. Calloway était précis et méthodique. Il a présenté la lettre de 1858 en premier, le document original du registraire du comté avec ses coordonnées claires et sa date qui précédait de 17 ans, toutes les revendications de Greer. L'avocat de Greer a objecté 2 fois et a été débouté les 2 fois. Le juge a lu le document avec une expression qui ne révélait rien, l'a mis de côté et a dit « Continuez ». Puis Calloway a appelé Jeb Carver. Le vieil homme s'est avancé avec sa mauvaise hanche et son journal de 40 ans, s'est assis et a dit la vérité. Il l'a dite simplement, sans fioritures, de la voix d'un homme qui n'avait rien à gagner à être là et qui était venu quand même,
parce que les faits étaient ce qu'ils étaient, et que le fils de Thomas Dawson méritait que quelqu'un le dise. Il a lu des extraits du journal. Il a nommé les coordonnées. Il a nommé les hommes qui étaient là. L'avocat de Greer l'a attaqué durement lors du contre-interrogatoire. L'âge de Carver, sa mémoire, la fiabilité d'un journal de 63 ans. Carver a supporté tout ça avec la patience d'un homme qui avait affronté pire qu'un avocat en costume et a répondu à chaque question avec la même précision plate et imperturbable. L'avocat a fait une pause, a changé de tactique et a dit avec un certain type de sourire, Monsieur Carver, n'est-il pas vrai que vous n'avez pas mis les pieds sur la propriété des Dawson depuis plus de 6 ans? C'est vrai, a dit Carver. Et pendant ce temps, vous n'avez eu aucune connaissance directe de l'état du terrain ou de ses limites. Je n'en ai pas eu besoin, a dit Carver. Je sais où je me tenais quand j'ai regardé Thomas Dawson planter ses piquets. Je sais ce que dit mon journal. Aucune de ces choses n'a changé en 40 ans. Il a regardé l'avocat avec assurance. Votre client a-t-il trouvé un moyen de changer l'arithmétique? Un murmure a parcouru la salle d'audience. Le juge a demandé le silence. L'avocat de Greer s'est assis. Olivia a expiré un souffle qu'elle avait retenu si longtemps que ses côtes lui faisaient mal. Le juge a délibéré pendant 40 minutes. Olivia les a comptés. Elle s'est assise sur la chaise en bois dur, a regardé l'horloge sur le mur et a senti le poids suspendu de l'attente d'une chose que vous avez fait, tout ce qui était en votre pouvoir pour influencer et qui est maintenant entièrement hors de vos mains. Samuel était assis devant elle sans bouger. Thomas était resté à la ferme avec Clara et les plus jeunes, mais Samuel avait voulu affronter cela lui-même. Et Olivia l'avait compris, et elle était venue parce qu'il l'avait demandé, et elle s'est assise à 12 pouces derrière lui et n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Carver était assis à côté d'elle avec son journal sur son genou et ses mains croisées dessus. Le juge est revenu. Il s'est assis. Il a regardé les papiers devant lui pendant un moment qui s'est étiré assez longtemps pour être cruel. Puis il a levé les yeux. Dans l'affaire de la revendication de frontières sur le corps et des Dawson, a-t-il dit, le dossier historique est clair, cohérent et correctement documenté. Le nouvel arpentage du plaignant ne supplante pas un acte enregistré par le comté en 1858, soutenu par un témoignage écrit contemporain. Il a regardé Greer par-dessus ses lunettes. La revendication est rejetée. Le corps et des Dawson reste tel qu'il est enregistré. Le visage de Greer est passé par plusieurs expressions en succession rapide. Son avocat s'est penché et a dit quelque chose rapidement et doucement. La mâchoire de Greer s'est serrée et il a regardé Samuel. Pas le regard dédaigneux de ce matin, mais quelque chose de différent. Le regard d'un homme qui réévalue la situation. Samuel était déjà debout. Il s'est retourné, il a regardé Olivia. Il l'a regardée comme si elle était la première chose qu'il voulait regarder quand ce serait fini. Et elle a senti ça, a senti le poids spécifique d'être le premier regard de quelqu'un. Et elle s'est levée et a soutenu son regard. « Nous avons gagné », a-t-elle dit. Pas une question. « Nous avons gagné », a-t-il dit. Carver s'est levé à côté d'elle, la main sur son journal, et il a regardé Samuel avec la satisfaction tranquille d'un homme qui avait fait ce pourquoi il était venu. « Ton père payait toujours ses dettes », a-t-il dit. « Je suppose que ça nous met à égalité. » Samuel lui a serré la main. « Merci, Jeb, pour tout. » Greer et son avocat sont partis sans parler. Olivia a regardé Greer partir et n'a pas ressenti de triomphe exactement, quelque chose de plus calme. La satisfaction particulière d'une injustice corrigée, ce qui n'était pas la même chose que la victoire, et était en quelque sorte mieux. Calloway a rassemblé ses papiers, a serré la main de Samuel, a regardé Olivia et a dit « Cette lettre a été le tournant. Vous comprenez ça? Son père l'a gardée, a-t-elle dit. « Mais vous l'avez trouvée, a dit Calloway. Il y a une différence. Ils sont retournés à la ferme en fin d'après-midi, Samuel, Olivia et Carver dans le chariot. Le vieil homme s'est endormi contre le côté 20 minutes plus tard, et après ça, il n'y avait plus qu'eux deux, la route, le bruit du cheval et l'air qui se rafraîchissait, signifiant que le long été du Wyoming commençait, à peine, juste sur les bords, à se souvenir que d'autres saisons existaient. Samuel a dit après un long moment, « Je dois te dire quelque chose. » Elle l'a regardé. « Le jour où tu es arrivé à ma porte, a-t-il dit, j'allais te renvoyer. Le pain, J'allais dire merci et fermer la porte. Il regardait la route, j'ai failli le faire. Je sais, a-t-elle dit. Je l'ai vu. Il l'a regardé. Tu l'as vu. J'étais infirmière, Samuel.
J'ai été formé pour lire les gens à la porte. Et j'ai vu un homme qui allait fermer cette porte, rentrer et tout gérer seul jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Elle a fait une pause. J'ai aussi vu que tu n'allais pas tenir 3 jours de plus sans aide. Et tu as décidé que c'était ton problème. J'ai décidé que ça ne devait pas être ton problème seul. Il est resté silencieux un moment. Pourquoi? Elle a regardé la route. Parce que j'avais été seul assez longtemps pour savoir ce que ça coûte, a-t-elle dit. Et parce que ta fille portait trop de poids depuis trop longtemps et je ne pouvais pas m'en aller. Elle a fait une pause. Et parce que elle s'est arrêtée. Parce que, a-t-il dit, elle l'a regardé. Parce que je n'en avais pas envie. Ils se sont regardés de la manière dont deux personnes le font quand quelque chose a été dit qui n'était pas entièrement attendu et ne sera pas repris. Et la lumière de l'après-midi était dans ses yeux, et elle pouvait le voir décider, non pas si elle le pensait, mais quoi faire du fait qu'elle le pensait. Olivia, a-t-il dit. Sa voix avait cette qualité particulière qu'elle avait sur le porche ce soir-là quand il s'était laissé voir. Ne dis rien encore, a-t-elle dit. Nous sommes presque à la maison. Il a regardé devant lui. Ouais, a-t-il dit doucement. Nous y sommes. Quand ils sont arrivés par le chemin, ils étaient tous les trois sur les marches du porche. Thomas le premier, déjà descendu des marches et courant avant que le chariot ne s'arrête, heurtant le flanc de Samuel comme un petit projectile solide de pur soulagement. Mary juste derrière lui. Clara en dernier, debout en haut des marches, les bras croisés, essayant de ne pas montrer à quel point elle avait compté les heures et n'y parvenant pas tout à fait. Samuel a attrapé Thomas avec son bon bras et l'a soulevé malgré tout. Et le garçon a enfoui son visage contre l'épaule de son père. Et Samuel l'a tenu là, les yeux fermés, comme un homme confirmant quelque chose qu'il avait besoin de confirmer. « Tu vas bien, Tom? » a dit Samuel. « Tu es parti longtemps, » a dit Thomas dans son épaule. « Je sais. C'est fini maintenant. On a gagné? » « On a gagné. » Thomas s'est reculé, l'a regardé avec d'énormes yeux humides, puis a immédiatement détourné le regard et s'est essuyé le visage sur sa manche avec la dignité d'un enfant de 6 ans qui avait décidé qu'il n'allait pas pleurer. « Bien, » a-t-il dit, « je savais qu'on gagnerait. » Mary avait pris la main d'Olivia dès qu'elle était descendue du chariot. Elle la tenait des deux siennes, la regardait et ne disait rien, ce qui signifiait qu'elle avait ressenti trop de choses pour choisir une seule chose à dire à ce sujet. Clara est descendue des marches. Elle s'est arrêtée devant son père, l'a regardé, vérifiant comme elle le faisait toujours, cataloguant son visage pour obtenir des informations. Et ce qu'elle y a trouvé a dû la satisfaire, car elle a passé ses bras autour de lui et s'est accrochée. La bonne main de Samuel est venue tenir l'arrière de sa tête. « Tout va bien, ma Clara », a-t-il dit doucement dans ses cheveux. Elle n'a pas répondu. Elle est restée accrochée un moment de plus, puis elle s'est reculée, s'est redressée et s'est tournée vers Olivia. « J'ai fait le dîner, » a-t-elle dit. « Bien sûr que tu l'as fait, » a dit Olivia. « Il n'est pas aussi bon que le tien. J'en doute sérieusement. » Clara a presque souri. « Entrez, » a-t-elle dit. « Il commence à faire froid. » Ils ont mangé ensemble, les 5, et Carver, qui a mangé avec l'appréciation d'un homme qui avait cuisiné pour lui-même pendant trop longtemps. Et c'était bruyant, comme les dîners sont bruyants quand le poids qui pesait sur une famille depuis des semaines a enfin été suffisamment levé pour respirer. Thomas parlait trop. Mary s'est endormie sur sa chaise avant le dessert. Carver a raconté une histoire sur le père de Thomas qui a fait rire Samuel. Vraiment rire. Pas la chose brève et contrôlée qu'Olivia avait vue auparavant, mais un vrai rire qui a changé tout son visage. Elle l'a regardé rire et a senti quelque chose s'installer en elle si complètement et si finalement qu'elle a cessé d'essayer de l'examiner. Plus tard, après que les enfants soient au lit et que Carver dorme dans la chambre d'amis, Samuel est venu se tenir dans l'embrasure de la cuisine pendant qu'Olivia était au lavabo. Il est resté là assez longtemps pour qu'elle se retourne. « Dis-le », a-t-elle dit. Il a traversé la cuisine. Il s'est arrêté assez près pour qu'elle doive lever les yeux pour voir son visage. Et il l'a regardé avec ses yeux stables qui voyaient tout ce qu'il décidait de voir. « Je ne veux pas que tu partes, » a-t-il dit. C'était la vérité. « Je sais que tu es arrivé par accident et je sais que tu n'avais rien prévu de tout ça. Et je sais que Boston est... Samuel, je sais que Boston est... Samuel. » Elle a posé sa main sur sa poitrine et il s'est arrêté. Elle l'a senti respirer. « J'ai quitté Boston en mars, » a-t-elle dit. «
J'ai pris le premier train vers l'ouest. J'ai marché 14 miles devant ton chemin. Je suis resté debout toute la nuit avec ta fièvre. J'ai chevauché jusqu'en ville pour ton médecin. J'ai affronté les hommes de Greer sur ton porche. Et j'ai trouvé une lettre dans une boîte que tu n'avais pas ouverte depuis 11 ans. Elle l'a regardée avec assurance. Est-ce que ça ressemble à une femme qui a l'intention de partir? Il l'a regardée. Sa main est venue couvrir la sienne là où elle reposait sur sa poitrine. Ça ressemble, a-t-il dit, à une femme qui m'a sauvé la vie. Ça ressemble, a-t-elle dit, à une femme qui a trouvé où elle allait. Il a soutenu son regard un long moment. Puis il a dit très doucement, reste. Elle l'a regardé, a regardé la cuisine où il se tenait, avec ses herbes séchant au-dessus de la fenêtre, la liste des corvées de Clara sur le mur, et 4 enfants dormant dans les chambres du couloir. Elle a regardé l'homme en face d'elle, avec son bras en guérison, les papiers de son père sur la table, sa terre intacte et ses yeux, enfin débarrassés de tout ce qui les avait obscurcis depuis février. Je suis déjà là, a-t-elle dit. Il s'est penché et l'a embrassé, calme et certain, comme il faisait tout. Et elle a mis ses 2 mains contre sa poitrine et l'a embrassé en retour. Et ce n'était en rien comparable aux grandes choses dont les gens écrivent des poèmes. C'était mieux que ça. C'était de la solidité particulière de 2 personnes qui s'étaient regardées clairement à travers des épreuves et avaient décidé oui. Le printemps est arrivé, et avec lui un mariage officiel. Petit, dans la cour, avec Calloway comme témoin et Carver faisant le voyage de retour de Bitter Creek, parce qu'il a dit qu'il ne le manquerait pour rien au monde, et il ne l'a pas manqué. Clara se tenait à côté d'Olivia avec la dignité particulière d'une fille qui avait décidé que c'était juste et était prête à défendre cette position contre quiconque n'était pas d'accord. Thomas a pleuré et l'a nié. Mary portait sa plus belle robe et tenait Hope sur sa hanche avec la confiance possessive d'un enfant qui considérait le bébé comme entièrement sien. Hope marchait à ce moment-là, incertaine, de côté, profondément engagée dans le projet de se rendre d'un endroit à un autre par ses propres moyens. Olivia l'a regardé traverser le sol de la cuisine. 6 pas, 7, penchant légèrement vers la gauche, et a senti la main de Samuel dans le creux de son dos. « Elle va tomber », a-t-il dit. « Elle le sait », a dit Olivia. « Elle le fait quand même. » Il l'a regardée. Elle l'a senti sourire sans se retourner. À l'été, la ferme avait trouvé un nouveau rythme. Pas le même rythme qu'avant février, pas le rythme d'une maison avec un fantôme, mais quelque chose construit à partir de ce qui restait, après que le deuil ait fait son travail et laissé les vivants encore debout. Samuel travaillait de nouveau la terre avec ses 2 bras. Clara est redevenue une enfant de 8 ans par petites touches, comme les enfants se permettent de rajeunir quand quelqu'un leur a enfin enlevé le poids. Thomas a grandi d'1 pouce et a acquis une opinion sur tous les sujets. Mary a commencé à parler aux poules, ce qu'Olivia a choisi de trouver attachant. Et chaque matin, avant que la maison ne se réveille, Olivia faisait du café, s'asseyait à la table de la cuisine et écoutait le ranch s'animer autour d'elle. Les animaux, les enfants et l'homme qui était son mari, entrant par la porte avec de la poussière sur ses bottes et la lumière du matin derrière lui. Et elle pensait à un pain enveloppé dans un tissu et à une route qu'elle avait prise parce qu'elle était fatiguée, et à la porte qui avait failli se fermer et ne l'avait pas fait. Elle pensait à son père qui avait dit « N'attends pas la vie qui est planifiée, trouve celle qui est réelle ». Elle n'avait pas compris à l'époque. Elle comprenait maintenant. Dans chaque pièce de cette maison, dans la voix de chaque enfant l'appelant par son nom, dans le poids de la main de Samuel dans la sienne, dans le noir. Le soir de leur premier anniversaire, Samuel l'a trouvée assise sur le porche dans la dernière lueur du jour, avec Hope endormie dans ses bras. Il s'est assis à côté d'elle sans un mot et a regardé la terre. Le corps est intact, l'herbe longue et dorée sous le soleil couchant. Chaque acre exactement là où Thomas Dawson avait planté les piquettes il y a 40 ans et où il resterait. « Je pensais », a-t-il dit. « Ça peut être dangereux », a-t-elle dit. Il a presque souri. « Au pain. » Elle l'a regardé. « Je ne t'ai jamais demandé », a-t-il dit. « Le pain de Madame Miller. » Était-il bon? Elle y a réfléchi. Le pain qu'elle avait porté sur 14 miles, donné à un homme mourant à une porte. Oublié sur une table de cuisine au milieu de tout ce qui a suivi. « Je ne l'ai jamais vraiment goûté », a-t-elle dit. Il l'a regardé, puis il a ri. Ce vrai rire, celui qui changeait son visage. Et elle a ri aussi, et Hope,
a remué dans ses bras sans se réveiller, et la dernière lumière est restée longue et dorée sur la terre qui était la leur. Ce n'était pas la vie qu'Olivia Bennet avait prévue à Boston. Ce n'était pas la vie qu'elle avait fui sous la pluie. Ce n'était pas la vie qu'elle cherchait en prenant le premier train vers l'ouest avec rien d'autre qu'un sac et une direction. C'était la vie qu'il avait trouvée sur une route qu'elle n'avait pas l'intention de prendre, à une porte qui avait failli se fermer, avec un pain dans les bras et 4 enfants qui avaient besoin que quelqu'un reste. Elle était restée. Et chaque matin, elle se réveillait dans une maison pleine de bruit et de vie, avec l'odeur du café et le son de son nom appelé depuis le couloir. Elle comprenait, avec la certitude complète et sans hésitation d'une femme qui avait enfin cessé de fuir et commencé à arriver, qu'elle resterait pour chaque matin qui suivrait celui-ci, pour le reste de sa vie, sans un seul regret. Certaines choses ne vous trouvent pas par accident. Elles vous trouvent exactement quand elles sont censées le faire.